Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire ensemble un petit comparatif entre Symfony et Laravel. Donc l'objectif, ça va être de prendre différentes opérations qu'on a besoin de faire assez fréquemment sur les deux frameworks et de voir à quoi ressemble le code sur l'un et l'autre de ces frameworks-là. Alors je tiens à le préciser, cette vidéo risque d'être un petit peu longue, donc je vous mettrai des chapitrages pour les différentes sections. Donc si vous n'êtes intéressé que par la partie ORM et que vous avez envie de voir comment ça se comporte sur les deux frameworks, vous pouvez sauter au chapitre qui vous intéresse. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est comparer le processus d'installation et voir à quoi ça ressemble sur les deux frameworks. L'installation va se faire de la même manière pour les deux frameworks. Vous pouvez utiliser la commande Composer Create Project pour initialiser un projet Symfony ou un projet Laravel. Symfony, comme Laravel, dispose d'une commande que vous pouvez installer sur votre système, Symfony dans le cadre de Symfony, et la commande s'appelle Laravel dans le cadre de Laravel. Cette commande vous permet d'initialiser ensuite un projet un petit peu plus rapidement. Moi, je ne suis pas forcément fan à l'idée d'installer des choses globalement sur mon système, donc ici, on va utiliser directement les commandes Composer. Donc dans les deux cas, ces commandes vont automatiquement créer la structure du projet et installer les différentes dépendances. Par contre, on notera que dans le cadre de Symfony, ça va installer vraiment la version de base de Symfony. Donc il n'y aura pas toute la partie qui vous permettra de communiquer avec la base de données, les sessions, l'authentification. Dans ce cas-là, il faudra faire une commande supplémentaire en plus. Donc je vais me rendre dans le projet démo Symfony et on va faire un coup de Composer Require et on va charger Web App. Donc ça, c'est ce qui va permettre de venir rajouter la couche d'interaction avec la base de données, la sécurité, l'authentification, tout ça. Il vous posera peut-être une petite question pour voir si vous voulez installer la configuration Docker. Donc même si on ne l'utilise pas, moi je vais lui dire d'installer ça. Donc la structure des projets est relativement similaire. On se retrouve dans les deux cas avec un dossier public qui va servir de racine pour notre serveur web. C'est là où on va mettre tous les dossiers qui sont, comme son nom l'indique, publiquement accessibles. Les sources dans le cadre de Symfony se trouvent dans un dossier SRC où on retrouvera les contrôleurs, les entités et d'autres informations. Dans le cadre de Laravel, ce dossier s'appelle App et va contenir, pareil, les contrôleurs et d'autres classes PHP. Dans le cadre des deux frameworks, on a aussi un dossier config qui va contenir la configuration. Donc dans le cadre de Symfony, ces fichiers de configuration sont essentiellement des fichiers YAML où on va pouvoir configurer différentes choses. Donc le YAML, ça ressemble à ça, c'est simplement une syntaxe un petit peu indentée. Dans le cadre de Laravel, les fichiers de configuration sont simplement des fichiers PHP qui utilisent des tableaux. Donc à chaque fois, c'est un fichier qui retourne un tableau avec différentes options de configuration. En plus de ces dossiers-là, on va avoir des dossiers un petit peu différents pour les deux frameworks, mais on aura le temps de les explorer un petit peu plus tard. On notera juste que dans le cadre de Symfony, on a un dossier bin qui va contenir un fichier console qui va être un fichier qui va nous permettre d'interagir avec le framework. Dans le cadre de Laravel, on a aussi la présence d'un tel fichier, il s'appelle artisan. Donc si je me rends dans le terminal, donc à gauche, je vais avoir Symfony. Si je fais un php bin/console, j'ai la console de Symfony qui m'indique tout ce que je peux faire avec. Dans le cadre de Laravel, on a php artisan qui va faire la même chose et nous donner des informations. Cette commande peut être utilisée dans le cadre de Laravel pour démarrer un serveur web. Donc je peux faire la commande php artisan serve et automatiquement ça va lancer le serveur interne de PHP sur le port 8000. C'est un petit raccourci, on pourrait faire la même chose en faisant un php-s et en lui demandant d'ouvrir le dossier public. C'est vraiment le même fonctionnement. Côté Symfony, on n'a pas de commande qui permet de lancer un serveur. Cette commande est disponible dans l'outil Symfony qu'on peut installer globalement. Donc vous pouvez faire un Symfony serve qui va vous permettre de lancer un serveur. Ou ce que vous pouvez faire, c'est aussi utiliser le serveur interne de PHP. Ça va fonctionner vraiment de la même manière. Et il faudra bien penser à mettre le dossier public comme dossier racine. Maintenant, on va comparer les pages d'accueil des deux frameworks. Dans le cadre de Symfony, on arrive sur cette petite page qui vous explique que vous venez de démarrer une application avec quelques liens vers la documentation ou ce genre de choses. Et on notera en bas la présence d'une debug bar qui vous affiche plein d'informations sur la requête et vous pouvez même cliquer dessus pour avoir pas mal de choses. Donc ça, c'est super utile quand on a besoin de débugger ou d'optimiser le framework. Côté Laravel, on arrive sur cette page qui est un petit peu plus simple et qui fait le lien vers les différents sites en lien avec Laravel. Et on notera que Laravel n'offre pas de barre de debug, cependant il est possible d'utiliser un outil de la communauté. Donc vous pouvez installer une debug bar, c'est pas quelque chose qui est officiel, mais ça permet d'inspecter un petit peu le framework. C'est beaucoup moins poussé que ce que l'on a dans le cadre de Symfony, mais ça offre déjà quelques informations sur les requêtes SQL qui sont faites, les vues et plein d'autres choses. Donc voilà pour la partie installation. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer de voir comment on crée notre première route et on va essayer juste d'afficher bonjour sous forme de simple texte au niveau d'une page web. Donc là, on va imaginer qu'on veut un /hello et que ça affiche bonjour. On va commencer par Laravel d'abord. Donc je vais mettre ça en grand écran histoire qu'on ait un maximum de place.
Donc côté Laravel, on va commencer par la création d'une route. Donc on a un dossier route qui va contenir différents fichiers en fonction des différentes routes. On a des routes pour la partie API, la partie web, la gestion de la console, ce qui permet de créer de nouvelles commandes, et les channels, ça c'est pour le système de notification. Donc nous, dans notre cas, on va aller dans la partie web. Pour créer une nouvelle route, on va utiliser le système de façade. Donc je ne vais pas forcément trop rentrer en détail, mais globalement c'est quelque chose qui vous permet d'accéder à un service, et dessus vous avez différentes méthodes. Les méthodes correspondent aux différents verbes HTTP que vous pouvez utiliser, get, post, put ou delete. Donc nous on va choisir un get, on va donner un nom à notre route, et ensuite on peut lui passer une fonction avec ce que l'on souhaite effectuer. Mais si on veut respecter la structure MVC, on a aussi la possibilité d'utiliser des contrôleurs. Pour générer un contrôleur, on peut le faire en ligne de commande. Donc on peut faire un PHP artisan, make contrôleur, et on va donner un nom à notre contrôleur, on va l'appeler le hello contrôleur. Ensuite, dans notre partie route, on pourra lui dire « Je veux que tu utilises le hello contrôleur et j'aimerais bien que tu appelles la méthode qui va s'appeler hello ». Et c'est tout ce que j'ai à faire à ce niveau-là. Maintenant que ma route est enregistrée, je vais pouvoir créer le code à l'intérieur de ce contrôleur-là. Donc je vais créer une simple fonction hello, et cette fonction, elle pourra retourner une chaîne de caractères qui sera ce que je souhaite afficher à l'utilisateur. Si maintenant je reviens sur ma page et que je réactualise, j'ai bien ce hello qui s'affiche. Côté Symfony maintenant, le processus va être un petit peu similaire. On va commencer par créer notre contrôleur. Donc je vais faire un PHP bin/console make contrôleur et on va l'appeler le hello contrôleur. La particularité qu'aura Symfony, c'est la possibilité de définir les routes directement dans le contrôleur au travers d'attributs PHP. Donc ça, c'est des choses qui sont assez nouvelles et qui sont sorties avec la version 8 de PHP. Donc si j'ouvre mon hello contrôleur, je vais pouvoir lui dire « Je veux que cette action soit accessible via la route qui va s'appeler hello et je peux donner un nom à notre route. » Ensuite, en dessous, on va avoir notre fonction avec notre code. Donc par défaut, lorsque j'ai fait un make contrôleur, il a généré ce code un petit peu pour nous. Sauf que moi, je veux juste afficher bonjour. Donc là, plutôt que de retourner ce qu'il y avait précédemment, je vais lui dire je veux renvoyer une nouvelle réponse. Donc ça, c'est un objet de Symfony. Et dans cette réponse, je peux mettre mon texte. Ici, hello. Donc contrairement à Laravel, il faut nécessairement renvoyer une réponse. On ne peut pas se contenter de simplement envoyer une chaîne de caractères. Si je reviens sur ma page et que je vais sur /hello, maintenant j'ai bien mon affichage. Donc ça, c'est une manière de définir les routes, c'est la manière, on va dire, la plus pratique et celle qui est par défaut mise en place, mais on a aussi la possibilité de définir les routes au travers d'un fichier de configuration. Là, on a dans le dossier config un fichier routes.yml et c'est d'ailleurs lui qui dit « Lis tous les contrôleurs et regarde leurs attributs ». Et c'est comme ça que tu peux enregistrer des routes. Mais on a aussi la possibilité de dire « Je veux un nom particulier à notre route, voilà le chemin et voilà le contrôleur à appeler ». Et on peut même faire ça en PHP. Donc là, on aura une approche qui sera relativement similaire à celle que l'on a dans Laravel. On peut rajouter une nouvelle route, lui dire quel contrôleur appeler, les méthodes qui sont autorisées, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous avez quelques exemples dans la documentation, mais voilà la principale différence entre les deux frameworks. Alors maintenant, on va se poser la question comment on peut récupérer des paramètres dans l'URL. Par exemple, j'aimerais bien ici que ça affiche le nom de la personne. Donc on va mettre un paramètre dans l'URL qui s'appelle John. Comment ça fonctionne pour les deux frameworks? Donc on va commencer dans ce cas-là par Symfony. Donc au niveau de votre contrôleur, vous avez la possibilité d'injecter un paramètre au niveau de votre fonction qui sera un paramètre que vous allez typer sous forme d'objet request. Et ensuite, vous avez la possibilité dans cet objet request de récupérer des informations. Donc par exemple, si je veux le nom de la personne, dans request, j'ai une propriété qui va s'appeler query, qui est de type input bag. Donc c'est un objet qui représente des données et on peut lui dire j'aimerais bien récupérer le nom. Et je peux aussi mettre en second paramètre une valeur par défaut. Si j'essaie de faire ça côté Symfony, on a bien Hello John. Côté Laravel, le principe va être le même. On a la possibilité au niveau de notre fonction d'injecter un objet request. Ce sera un objet qui sera spécifique à Laravel, qui proviendra de ce namespace-là. Et si ensuite je souhaite récupérer une propriété, on a directement une méthode get qui permet de récupérer quelque chose. Lui, il va déterminer automatiquement s'il doit l'extraire depuis l'URL ou depuis un formulaire par exemple. Si je fais ça côté Laravel, je vais obtenir le même résultat avec Hello John. Petite remarque particulière, c'est que si on regarde cet objet request ici, on voit qu'il n'est temps de Symfony request. Donc Laravel n'a pas cherché forcément à réinventer la roue, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une surcouche en utilisant des composants de Symfony. Donc c'est pour ça que certaines personnes disent ah, Laravel est basé sur Symfony. Remarque que je trouve personnellement un petit peu exagérée, c'est juste qu'il utilise certains composants à l'intérieur de son framework, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose pour éviter de réinventer les choses. Mais ce que ça veut dire ici, c'est que je pourrais aussi utiliser la propriété query et appeler la méthode get. Et dans ce cas-là, j'obtiendrai le même résultat.
Et même dans le cadre de Laravel, on peut directement faire ça aussi pour récupérer un paramètre. Donc Laravel vient rajouter des méthodes supplémentaires dans le but de vous aider à travailler un petit peu plus rapidement avec la requête. Donc autre cas classique, c'est qu'on aimerait bien avoir une URL qui ressemble à ça, hello/John, et on aimerait bien récupérer le nom de la personne. Donc on a la possibilité, dans le cadre de Laravel comme pour Symfony, de récupérer des paramètres dans l'URL. Dans le cadre de Laravel, il faudra modifier notre route et lui dire ici, après ce hello, je vais avoir un paramètre qui va s'appeler name. Ensuite, dans mon hello controller, je vais avoir la possibilité ici de lui préciser en second paramètre que je m'attends à avoir une chaîne de caractères qui s'appellera name. Automatiquement, c'est Laravel qui va se charger d'injecter ce paramètre en fonction de ce qu'il a à ce niveau-là. On a la possibilité aussi de limiter ce que l'on autorise grâce à la méthode where au niveau des routes. Mais nous, on ne va pas le faire ici. Voilà, on veut rester simple. Et si je veux afficher le nom de la personne, je peux faire ça. Automatiquement, ça va bien fonctionner dans le cas de Laravel. Dans le cadre de Symfony, le principe va être le même. Donc on va aller dans le code de notre framework. On va ici rajouter hello/, ça utilise la même syntaxe, name. Et ensuite, au niveau de l'index, ici, je peux lui dire, je m'attends à recevoir une chaîne de caractères qui sera le name. Et ensuite, à ce niveau-là, je pourrai afficher le nom de la personne. Si maintenant je reviens sur ma page, j'ai bien hello John. Et comme pour Laravel, on a la possibilité de rajouter une condition, sauf que ça se fait directement au niveau de cet attribut-là. On peut lui dire par exemple ici, je veux que le nom, ça soit que des caractères alpha-décimal. Et dans ce cas-là, automatiquement, on limitera ce que l'on autorise ici. Donc au niveau de cette manière de faire les choses, les deux frameworks fonctionnent de manière similaire. Maintenant, on va parler des vues. Évidemment, nous, ce qu'on aimerait bien faire en général, c'est renvoyer une vue HTML bien présentée avec une en-tête et un footer. Comment ça se passe dans les deux cas ? Donc on va commencer par Laravel. Donc Laravel dispose d'un système de vues et utilise le moteur de template Blade, qui est un moteur de template qui est propre au framework. Ces vues sont placées dans le dossier ressources et dans le sous-dossier views. Donc par défaut, il y en a une seule qui est la vue qui permettait de faire la page d'accueil que l'on avait par défaut. Donc dans notre Hello Controller, si on veut renvoyer une vue, il suffit de faire un return view. Donc ça, c'est une méthode qui est disponible globalement au sein de Laravel. Et ensuite, à ce niveau-là, on va lui passer en premier paramètre le nom de notre vue. On va l'appeler par exemple hello dans notre cas. Automatiquement, il va aller chercher un fichier ici qui se trouve dans le dossier vue et qui s'appelle hello.blade.php. Donc un fichier Blade, ce n'est ni plus ni moins que du code PHP valable. Donc si vous mettez du code PHP, par exemple on va mettre echo salut, ben ça va fonctionner. Si je me rends sur la page Laravel, je vais bien mon salut. Mais les fichiers Blade vont nous permettre de faire un petit peu plus que ça, sinon on les aura simplement appelés PHP. On va pouvoir utiliser un système de layout, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un fichier qui va nous servir de base. Donc moi je vais créer ici un nouveau fichier que je vais appeler base.blade.php. À l'intérieur, je vais y copier par exemple la structure de base d'un thème Bootstrap. Et là où je veux mettre mon contenu, je vais pouvoir utiliser une directive qui est propre à Blade, qui va s'appeler yield. Et je vais pouvoir lui dire ici, j'ai envie que tu affiches le body. Voilà. Maintenant, dans nos vues, je vais avoir la possibilité de lui dire « J'aimerais bien que tu étendes de la vue qui s'appelle base » et je vais avoir une section body, donc qui va être automatiquement injectée dans la partie yield body de notre layout. Et là, je mets « Bonjour les gens ». Et on va mettre ça même dans un petit H1 et on va mettre aussi une petite div container autour. Et ça va nous permettre de générer une jolie page HTML. Si on veut injecter le nom de la personne, dans notre contrôleur, on a la possibilité de passer en second paramètre de cette méthode view un tableau contenant en clé les noms des variables et en valeur les valeurs à passer. Donc par exemple ici, je lui passe le nom de la personne et dans notre vue, je vais pouvoir lui dire bonjour suivi du nom de la personne. Pour afficher quelque chose, on utilise la syntaxe avec des doubles accolades. Et tout ce qui se situe entre ces accolades sera automatiquement échappé. Donc en plus de ce que je vous ai montré, on a la possibilité de rajouter des conditions avec des directives if, on peut faire des include, et il y a plein de choses que l'on peut faire dans Blade. Mais on va essayer de rester sommaire, l'objectif c'est avant tout de comparer les deux frameworks. D'ailleurs, on va parler de Symfony. Comment ça se passe côté Symfony ? Donc dans Symfony, on a à la racine un dossier templates qui va contenir des templates. Par défaut, il a créé des templates lorsque j'ai créé le contrôleur. Donc par exemple, il a créé un dossier hello qui correspondait au nom de notre contrôleur et il a créé un fichier index.html.twig. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir de zéro, histoire de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc pour renvoyer une page, plutôt que de retourner une nouvelle réponse, on peut faire un return this et utiliser la méthode render. Donc c'est une méthode qui est disponible dans le abstract de contrôleur dont hérite le hello contrôleur de base. On lui passe en premier paramètre le nom de la vue. Donc ce nom doit correspondre au nom du fichier. Donc moi je vais l'appeler hello.html.
html.twig. Donc contrairement à Laravel, il lui faut vraiment toutes les extensions et on peut lui passer aussi en second paramètre un tableau contenant en clé les variables que l'on souhaite injecter et en valeur les valeurs associées. Donc on va créer ici notre vue, donc on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler hello.html.twig et on va parler du moteur de template de Symfony qui est le moteur de template Twig. C'est un moteur de template qui est utilisé dans Symfony mais qui peut être utilisé aussi en dehors du framework. La petite particularité c'est que contrairement à Blade qui est avant tout du PHP, Twig est un moteur de template à part entière. Vous ne pouvez pas écrire du PHP si vous essayez de le faire. Hop. Ce que vous allez obtenir, c'est simplement le code que vous avez écrit sous forme de simple chaîne de caractères. Si je réactualise la page, on ne voit rien, mais si j'affiche le code source, on a bien notre écho salut. La syntaxe va être similaire un petit peu à celle de Blade pour l'affichage des variables, si ce n'est qu'on ne va pas utiliser de PHP, donc on peut directement mettre le nom de notre variable, name ici. On n'a pas besoin de mettre un $, Twig utilise vraiment sa propre syntaxe qu'il va falloir apprendre. Si je réactualise la page, j'ai bien mon bonjour John. Si je souhaite utiliser un système de layout, je peux aller créer un nouveau fichier que je vais appeler base.html.twig. Donc toujours avec cette extension. Je vais y mettre ma structure avec Bootstrap. Ensuite, là où je veux afficher mon contenu, un peu comme avec Laravel, avec le yield, là j'ai une syntaxe particulière qui me permet de lui dire j'ai envie d'afficher un bloc body. Hop, donc ensuite on fait un end block. Et dans mon hello.html.twig, je vais pouvoir lui dire j'ai envie d'étendre de ce base.html.twig. Je vais définir ce que je souhaite mettre dans le bloc body. Et ça sera bonjour suivi du nom de la personne. Et si je le souhaite, je peux aussi mettre un peu de structure HTML. Si maintenant je reviens sur ma page, j'ai bien mon bonjour John avec le style de Bootstrap. Donc vous voyez que finalement les deux frameworks proposent une approche relativement similaire. La principale différence, c'est qu'on ne pourra pas écrire de PHP dans les fichiers Twig, ce qui peut être un avantage parce que ça limite ce que l'on peut faire au niveau des vues, ce qui permet de s'assurer un petit peu que les vues ne seront pas crado, mais le problème c'est que si on a besoin d'accéder à différentes choses, ça peut être un petit peu compliqué. Par exemple, si j'ai ici envie de mettre ce nom en majuscule, je vais pouvoir utiliser dans le cadre de Laravel la fonction string-to-upper de PHP. Et dans ce cas-là, cette fonction-là va me permettre d'avoir le nom en majuscule. Dans le cadre de Symfony, il faudra utiliser au niveau de Twig un filtre qui s'appelle upper, qui permet de mettre les choses en majuscule. Si je veux utiliser des fonctions personnalisées que moi-même j'ai créées, il faudra que j'étende Twig pour lui dire « Ah, il faut que je te rajoute un filtre, ou que je te rajoute une fonction, que je te rajoute quelque chose. » Là où avec Laravel, on peut directement accéder à n'importe quelle méthode qui a été définie. Donc ça peut être vu comme un avantage ou un inconvénient suivant les situations. On notera aussi un petit détail par rapport à Blade, c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée assez récemment. Dans les deux frameworks, on a la possibilité d'inclure, avec dans le cadre de Laravel la méthode include, et dans le cadre de Twig, on a aussi un include qui permet d'inclure n'importe quelle autre vue. Dans le cadre de Laravel, ils ont rajouté cette fonctionnalité de pouvoir inclure des composants directement sous forme de balises HTML. Par exemple, je peux faire un x-input, et on va imaginer que je lui mets le nom, et on va mettre le nom ici prénom. Si je fais ça et que j'essaie de réactualiser ma vue Blade, automatiquement j'aurai une erreur. En fait, lorsque vous faites x-quelque chose, c'est comme si vous faisiez un include de input. Donc on peut créer un dossier particulier dans Laravel qui va être le dossier components et qui contiendra un fichier input.blade.php. À l'intérieur de ce fichier-là, je peux par exemple lui dire je vais mettre une div qui aura la classe formGroup, donc ça c'est pour respecter Bootstrap. Je peux avoir un input de type texte, et à ce niveau-là, je vais récupérer le nom qui m'a été passé au niveau de la propriété. Et automatiquement, ça me donnera un champ qui correspondra. Là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on peut lui dire « j'aimerais bien te passer une valeur », et la valeur, ça serait par exemple le nom de la personne. Et vous pouvez même utiliser une syntaxe avec un 2 points, et lui dire ici « je veux utiliser $name », et c'est lui qui automatiquement interprétera cette variable-là. Dans mon input.blade, je peux lui dire, dans la valeur, j'aimerais bien utiliser, du coup, value. Si je réactualise ma page, ça va bien me donner John à ce niveau-là. Donc ça, c'est une syntaxe qui est beaucoup inspirée de ce que l'on fait au niveau des frameworks front-end, tels que Vue.js. Donc c'est une syntaxe qui ne fera pas l'unanimité, mais moi je trouve que c'est une approche intéressante pour gérer l'inclusion et séparer votre vue en petits blocs, tout en gardant une vue qui est lisible, parce que ça ressemble à de l'HTML. Voilà, c'est une fonctionnalité particulière que je trouvais intéressante dans Blade et qui fait un petit peu la différence par rapport à ce que l'on a dans Twig. Alors maintenant, nous allons voir comment traiter un formulaire pour les deux frameworks. Alors on va commencer d'abord par Symfony. Donc pour créer un formulaire dans Symfony, il va falloir déjà créer un objet qui va représenter les données que l'on souhaite recevoir. Donc on va imaginer créer un formulaire de contact ici. Donc je commence par créer un simple objet qui va représenter les données. Donc ici on a un nom, un email et un message.
Ensuite, Symfony s'attend à avoir un objet qui va représenter notre formulaire. C'est là où on va définir les différents champs que l'on souhaite avoir. Donc ce formulaire, on va directement le générer en ligne de commande en faisant la commande make de .form. Il va nous demander un nom à notre formulaire, donc moi je vais l'appeler contact form. Et on peut relier ce formulaire à une entité, donc moi je vais choisir de ne relier à rien, et automatiquement il a créé ce fichier-là. Donc je vais aller modifier le contact form type. C'est une classe qui a deux méthodes, build form où on va construire notre formulaire, et une méthode configure options qui va permettre de définir les options de notre formulaire. Moi dans mon cas, je vais rajouter une simple option qui s'appelle data class, qui permet de spécifier quel objet on attend au niveau de ce formulaire. Et là je lui dis que la classe qui sera attendue sera le contact DTO. Au niveau du builder, on va pouvoir déclarer nos différents champs. Par exemple, je vais lui dire je veux un champ pour le name, je veux un champ pour l'email, je veux un champ aussi pour le message, et ensuite je veux aussi un champ pour envoyer le formulaire. On va l'appeler submit, et on peut passer en second paramètre le type de champ que l'on souhaite utiliser. Par exemple, j'ai un champ submit type qui permet de créer un champ de type submit. J'ai un text area type qui permettra de créer un champ de type text area. Et là, on a défini notre formulaire. Une fois qu'on a ce formulaire-là, on peut l'utiliser dans notre contrôleur. Donc à ce niveau-là, je vais créer un nouvel objet vide. Donc on va l'appeler data égale new contact DTO. Donc je crée et j'initialise mon objet vide. Et ensuite, je vais lui demander de créer un formulaire en faisant un this create form. Je lui passe en premier paramètre la classe qui va être utilisée pour générer notre formulaire. Donc c'est nous, dans notre cas, le contact form type. Et je lui passe en second paramètre les données, donc qui sera mon DTO. Ce formulaire peut ensuite être injecté à la vue, qui va se charger du rendu. Donc on a un objet qui permet de représenter le formulaire avec ses différents champs, et c'est cet objet qui va être utilisé côté vue pour générer le formulaire. Côté vue, donc dans mon hello.html.twig, on va s'imaginer après le petit bonjour ici, on va pouvoir lui dire « j'ai envie que tu affiches le formulaire grâce à une méthode form qui est disponible au niveau de Twig, et qui est injecté par Symfony, et je lui passe en premier paramètre notre variable que j'avais appelée form. Si maintenant je réactualise ma page, j'ai automatiquement un formulaire qui est généré avec les différentes informations. Par défaut, ce formulaire est extrêmement basique au niveau de sa structure HTML, mais il est possible d'utiliser des thèmes pour automatiquement qu'il utilise la bonne structure. Donc ça se gère au travers des fichiers de configuration. Donc on a un fichier de configuration pour Twig, et dans ce fichier de configuration, je peux lui dire à ce niveau-là, j'ai envie que pour le thème des formulaires, tu utilises bootstrap 5 layout.html.twig, qui est un fichier qui définit un petit peu la structure pour les champs de formulaire. Si je reviens sur mon formulaire, j'ai maintenant quelque chose qui est beaucoup plus agréable et qui correspond au style de Bootstrap. Pour gérer le traitement de ce formulaire, ça se passe dans le contrôleur. On va pouvoir dire à ce niveau-là, j'ai envie que le formulaire, il gère la requête. Ça veut dire que si jamais on a posté des informations, automatiquement ces informations vont être traitées et être injectées dans Data. À ce niveau-là, je peux mettre une condition en lui disant, est-ce que le formulaire a été soumis et est-ce que le formulaire est valide ? Donc ça, il va le tester automatiquement en fonction de ce qu'il reçoit dans la requête. Si c'est le cas, je peux lui dire, et on va utiliser la méthode dd qui permet de débugger les choses, j'aimerais bien récupérer les datas à l'intérieur de mon formulaire. Ces datas-là, juste pour vous montrer, c'est l'équivalent de notre objet original qui aura été muté par le traitement du formulaire. Alors on va faire un essai tout de suite, je vais soumettre des informations au niveau des différents champs, et on voit que dans le formulaire, automatiquement mon objet contact DTO a été rempli. Si on veut rajouter des conditions de validation, s'assurer que par exemple l'email est valide, on a la possibilité de le faire grâce à des attributs PHP. Donc pour chacune de mes propriétés, je peux rajouter des attributs, et je peux par exemple rajouter un attribut d'assertion email, et là il vérifiera que ce champ-là est un email valide. On peut aussi rajouter une assertion pour lui dire que je veux que ça ait une taille particulière. Et on a comme ça plein d'assertions que l'on va pouvoir faire. Par exemple, pour le nom, je veux au minimum, on va dire 3 caractères. Si j'essaie de resoumettre les informations et qu'il y a une erreur, automatiquement le handle request va détecter que le formulaire n'est pas valide. On va avoir les erreurs qui vont être stockées dans notre objet de formulaire et qui vont être ensuite rendues dans la vue. Et automatiquement, on a ce message d'erreur et le traitement n'a pas été fait. Autre petite précision, si jamais vous voulez changer l'apparence du formulaire, imaginons que vous avez envie d'avoir le nom et l'email côte à côte avec un système de colonnes de Bootstrap, là c'est un petit peu embêtant parce que dans votre vue, vous n'avez qu'un form qui va générer le formulaire. Vous avez quand même la possibilité de gérer vos champs individuellement. Vous pouvez ici utiliser form_start, vous allez lui passer en premier paramètre le formulaire, et ensuite vous avez une méthode form_end qui va permettre de fermer le formulaire.
À l'intérieur, vous pouvez lui dire, par exemple, je veux un système de colonnes, et là, je vais avoir le form underscore row, et je vais te passer, par exemple, le champ name. Ensuite, je vais avoir la même chose pour le champ email. Et en dessous, j'aurai le reste du formulaire, s'il y a différents champs. Hop. Et automatiquement, ça vous permet de contrôler de manière un petit peu plus fine l'apparence de votre formulaire et de pouvoir choisir où vous allez placer les champs. Si on a des champs qui sont un petit peu plus compliqués que classiquement, on a toujours la possibilité au niveau du formulaire de venir créer nos propres types qui vont ensuite avoir une apparence différente au niveau de l'HTML. Donc sur des formulaires un petit peu complexes, cette manière d'approcher le problème, elle peut être un petit peu embêtante parce que créer un formulaire sous forme déclarative, ça peut être un petit peu compliqué. Mais voilà comment fonctionnent les formulaires dans le cadre de Symfony. Donc maintenant, passons à Laravel. Donc Laravel ne dispose pas malheureusement d'outils pour générer des formulaires au niveau de vos vues Blade. Donc ça va être à nous de créer manuellement la structure HTML de nos champs. Donc on va aller dans notre vue hello.blade.php et on va créer cette structure-là. Évidemment, ce que l'on pourra faire, c'est utiliser les includes pour éviter la répétition. Mais automatiquement, là, ça me permet d'avoir un joli formulaire. Maintenant, quand mon formulaire va être envoyé, il va me falloir une action pour recevoir les données. Donc là où dans Symfony, on va avoir en général une seule action pour faire les deux choses, à la fois le traitement des données et l'affichage du formulaire, dans le cadre de Laravel, très souvent, on aura deux fonctions, une pour la gestion de l'affichage et une pour la partie du traitement. Donc là, on va créer une autre fonction et pour l'instant, à l'intérieur, je vais faire un dd et on va récupérer toutes les propriétés qui sont dans la requête. Donc ça nous permet d'obtenir toutes les informations qui ont été envoyées. Au niveau de notre routeur, je vais lui dire lorsque j'appelle en post la même URL, j'ai envie d'utiliser cette fois-ci la méthode doHello. Si j'essaie de réactualiser la page en resoumettant des informations, donc on va mettre un email et des informations valables, automatiquement, je vais tomber sur une petite erreur. Pourquoi? Parce que par défaut, il y a une vérification CSRF qui empêche la soumission de formulaires erronés. Donc on doit mettre un petit champ caché, c'est ce que faisait Symfony par défaut lorsqu'on génère un formulaire, mais dans le cadre de Laravel, il faudra utiliser la petite directive CSRF. Cette petite directive va venir automatiquement rajouter cet attribut caché qui empêchera ce problème-là. Et là, si je soumets les informations, on voit qu'on a notre token CSRF qui a été validé automatiquement par Laravel et les différents champs. Alors évidemment, on ne veut pas forcément tous les champs, on veut simplement ceux qui nous intéressent et on veut aussi les valider, comme on le faisait dans le cadre de Symfony. Au niveau de Laravel, il y a une approche pour faire ça qui est l'utilisation d'objets request personnalisés. On peut les générer en faisant PHP artisan make2.request et on va l'appeler contact request. Automatiquement, ça va nous créer un objet qui va s'appeler contact request qui va étendre de form request qui lui-même étend de l'objet request de base de Laravel. On a deux méthodes à l'intérieur, une méthode qui permet de savoir si l'utilisateur a le droit ou non de faire les choses. Nous, on va dire que tout le monde a le droit de nous envoyer un formulaire de contact. Et ensuite, on peut définir des règles de validation. Ces règles sont définies au travers d'un tableau contenant en clé le nom de notre propriété. Et ensuite, on va pouvoir lui passer un tableau ou une chaîne de caractères contenant les différentes règles. Laravel dispose de nombreuses règles de validation que l'on peut utiliser. Il y a beaucoup plus de règles d'ailleurs, et c'est à noter, que dans Symfony. Et typiquement, on peut lui dire par exemple que ce champ-là, il est requis. On peut lui dire qu'on veut au minimum 3 caractères. Ensuite, par exemple, pour l'email, on va lui dire pareil, c'est un champ qui est requis et on veut que ce soit un email valide. Et dans le cadre de, par exemple, de la partie message, automatiquement, je vais lui demander à ce que ça soit requis. Et c'est tout ce que je m'attendrai à obtenir. Une fois cet objet défini, on va pouvoir aller dans notre Hello Controller et plutôt que d'injecter l'objet request traditionnel, on va injecter notre objet request personnalisé. Et sur cet objet personnalisé, on a une méthode validated qui nous permet d'obtenir toutes les informations qui correspondent aux règles de validation. Donc tous les champs qui ne correspondent pas au nom seront ignorés et on n'aura que les champs qui ont été définis au niveau de rules ou qui ont une clé dans rules. La petite particularité, c'est que si jamais on a une erreur au niveau des règles de validation, l'utilisateur sera automatiquement redirigé vers la page précédente. Si j'essaie de resoumettre le formulaire avec par exemple un email invalide, on voit qu'on n'a pas forcément de message d'erreur, mais on est redirigé vers la page précédente. Alors l'inconvénient, c'est que tous les champs sont vides, mais on peut récupérer les valeurs qui ont été préalablement rentrées grâce à une méthode hold. En fait, lorsque l'utilisateur envoie des informations invalides, automatiquement Laravel va sauvegarder les anciennes informations en session. Donc pour tous mes champs, je peux rajouter un attribut value et lui dire à ce niveau-là, j'aimerais bien que tu affiches l'ancienne valeur qui correspondrait à l'email. Et on doit faire ça pour nos différents champs. Donc pour mon texte area, ici, je lui dirais, il faut que tu affiches l'ancienne valeur pour le champ message. Et pour la partie name, il faut faire la même chose. Je veux l'ancienne valeur qui correspond au champ name.
Si maintenant j'essaie de resoumettre mon formulaire en soumettant des informations qui vont être invalides, automatiquement les champs restent remplis. Si je veux afficher des messages d'erreur sous mes champs, il va falloir que je vérifie s'il y a une erreur. On a une directive pour cela. Donc à ce niveau-là, par exemple, je peux lui dire si on a une erreur pour le champ qui s'appelle email, dans ce cas-là, je vais mettre un des errors. Et à l'intérieur, je peux afficher une div qui aura une classe particulière et je vais afficher mon message d'erreur. Et dans ce cas-là, si je resoumets des informations invalides, on voit bien qu'on a ce message qui s'affiche en dessous. Donc c'est un petit peu plus de travail manuel dans le cadre de Laravel, mais très vite ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer des composants pour éviter la répétition. Je vais directement copier-coller un composant ici, hop. Et si je reviens dans mon hello.blade, plutôt que de m'embêter à écrire tout ça, je peux ici lui dire, hop, j'ai envie d'afficher un x-input, je lui passe simplement le nom, ça serait email, et pas besoin d'afficher les erreurs, c'est automatiquement lui qui gère tout. Et pas besoin de label non plus, parce que j'ai prévu le coup, on a un label ici, donc ça serait email. Et je peux faire ça pour mes différents champs. Ça nous permet d'avoir une syntaxe qui est beaucoup plus claire, ça reste de l'HTML au premier abord, et si je soumets des informations erronées, hop, cette fois-ci on a les bons styles qui sont en place, et c'est plutôt pratique. Si je soumets des informations qui sont correctes maintenant, donc un email valide et un prénom qui correspond, dans mon validated, j'obtiens bien un tableau qui contient les différentes clés qui ont été validées. Donc voilà comment se gère classiquement le traitement d'un formulaire dans Laravel et Symfony. Et sur cet aspect-là, vous voyez, les deux frameworks ont des approches qui sont assez différentes et qui vont être plus ou moins utiles ou plus ou moins agréables suivant quel type de développeur vous êtes. Alors maintenant, on va voir le comportement des deux frameworks dans le cadre de la création d'une API. Notre objectif, c'est d'avoir un point d'entrée /contact sur lequel on puisse poster des informations. Le premier point que l'on va voir, c'est comment valider ce qui rentre dans le framework et vérifier que ça fonctionne correctement. Donc on va commencer par Laravel. Donc côté Laravel, pour définir notre route, vu que c'est une route d'API, ça veut dire qu'on ne veut pas avoir tout l'aspect session et tout ça, on va définir notre route dans la partie API, donc dans le fichier api.php. On va mettre une nouvelle route, on va lui dire ça va être en post, ça va être /contact, automatiquement c'est préfixé par API, c'est Laravel qui gère ça pour nous, et on va utiliser un nouveau contrôleur. Alors ce contrôleur, on va l'appeler make controller et on va l'appeler contact controller. Donc je vais lui dire, il faut ici que tu appelles le contact controller et l'action, ça sera contact. Au niveau de ce contact controller, je vais créer la méthode qui correspond contact. Pour valider les données qui rentrent, il n'y a pas de méthode supplémentaire à apprendre dans le cadre de Laravel, on peut se baser sur le même système de form request. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, plutôt que d'injecter l'objet request classique, je vais injecter mon objet contact request. Et automatiquement, Laravel se chargera de la validation pour moi. Si ensuite je débug et que je regarde les données qui ont été validées, automatiquement ça va me donner le bon résultat. Si j'essaie de resoumettre les informations, on voit qu'à ce niveau-là, on a une erreur. On voit que Laravel a automatiquement serialisé l'erreur sous forme de JSON, parce qu'il a détecté qu'on a une en-tête où on a dit « je n'accepte que du JSON », et il vous affiche les messages d'erreur. Si maintenant je mets quelque chose qui est correct, je mets bien un message à ce niveau-là, automatiquement il me laisse passer et il m'affiche les informations. Donc pour traiter des données qui rentrent dans le framework, il n'y a pas forcément de méthode supplémentaire à avoir côté Laravel, on va utiliser cet objet formRequest. Côté Symfony maintenant, comment ça va se passer? Donc côté Symfony, on va aussi créer un nouveau contrôleur et on va l'appeler ce contact controller. On pourrait le mettre dans un namespace particulier, le namespace API, mais on va aller au plus rapide ici. Donc je vais aller ensuite ouvrir ce contrôleur-là, le contact controller, on va enlever le render qu'il y a par défaut. Et là, c'est une nouveauté qui est apparue dans les dernières versions de Symfony. On a la possibilité d'initialiser un objet à la volée. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, au niveau de ma méthode index, je peux lui dire, je m'attends à recevoir en paramètre quelque chose de type contact DTO, notre objet que l'on a utilisé tout à l'heure. Et on va l'appeler data. Et ensuite, je peux faire un DD pour débugger un petit peu cet objet data. Et je vais préciser que pour accéder à cette route-là, il faut y accéder par la route API. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est dans le fichier de configuration de route, vous pouvez lui dire j'aimerais bien que tu charges toutes les ressources qui sont dans un namespace API et tu rajouterais le préfixe API par défaut. C'est possible de le faire aussi à ce niveau-là. Mais là, on va vraiment sur l'exemple le plus simple. Si par défaut vous essayez d'actualiser cette page-là, par défaut il va vous renvoyer un objet vide parce que lorsque vous lui passez un paramètre sous forme d'objet, il va essayer de l'initialiser pour pouvoir le faire fonctionner. Donc là, il vous a donné un objet complètement vide. Mais on a la possibilité de rajouter un attribut PHP qui est l'attribut map request payload.
Cet attribut, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le contenu de la requête et va automatiquement l'injecter dans notre objet. Et il va utiliser un système de désérialisation pour convertir le JSON qui a été reçu sous forme de tableau PHP, et ensuite il va utiliser la dénormalisation pour convertir ce tableau PHP en objet. Si maintenant je reviens sur mon API et que je renvoie les données, on obtient bien un objet qui est rempli correctement. Si par contre j'envoie une information qui est invalide, par exemple un email qui n'est pas correct, il va utiliser les assertions que l'on a écrites dans notre contact DTO. Donc c'est les mêmes assertions que celles qu'on utilisait par exemple au niveau du formulaire. Et automatiquement il renverra les erreurs sous forme de JSON vu que c'est ce qui a été demandé à ce niveau-là. Donc là il vous dit par exemple pour l'email c'est invalide. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut aussi gérer d'autres types d'entêtes. Par exemple, si vous lui dites de gérer du XML, il va vous renvoyer les erreurs sous forme de XML. Et ça, c'est plutôt intéressant au niveau de Symfony. Donc encore une fois, les deux frameworks proposent une approche un petit peu similaire. La principale différence, c'est que Symfony se base sur un objet standard avec des attributs effectivement supplémentaires, là où Laravel va s'attendre à avoir un objet request qui est spécifique au framework. Alors maintenant, on va parler de l'étape de sérialisation. Comment je fais pour renvoyer du JSON au niveau de notre page. Alors, côté Laravel, il est intéressant de noter que si vous retournez un tableau, automatiquement Laravel va sérialiser ce tableau-là et vous renvoyer du JSON. Donc si je lui demande est-ce que tu peux me montrer les données qui ont été validées, si j'essaie de revenir sur mon API au côté Laravel, automatiquement il va me renvoyer un JSON contenant les différentes clés, à condition effectivement de mettre un email valide. Mais par contre, ça ne fonctionnera pas forcément avec les objets. Alors j'ai pas forcément d'objets sous la main, donc côté Laravel, je vais aller créer rapidement un nouvel objet. Je vais l'appeler contact DTO aussi. Et je vais avoir un petit constructeur, et à l'intérieur de ce constructeur, je vais lui passer les différentes propriétés, comme ceci. Voilà, hop. C'est juste histoire d'avoir un objet pour pouvoir tester les choses. Et dans mon contact controller, ici, je vais aller créer un nouveau contact. On va l'appeler data égale new contact DTO, et je vais lui passer le nom de la personne, ce sera John. Hop, je vais lui passer un email, john@do.fr, et un message qui sera tout simplement un message positif. Voilà. Donc si j'essaie de retourner cet objet data, par défaut, je vais obtenir une petite erreur. Il me dira « Je ne sais pas comment sérialiser les choses ». D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'on obtient une erreur de type Symfony. Là, au niveau de la réponse, il n'arrive pas à faire un setContent. Laravel dispose d'une classe spéciale qui permet justement de réaliser cette sérialisation. Cette classe, c'est une classe de type ressource. On peut les générer directement au niveau de notre terminal en faisant un make ressource et on va l'appeler contact ressource. Ça va créer un fichier qui ressemble à ça. C'est un fichier qui va contenir une méthode toArray qui a pour but de retourner un tableau. Donc on va lui dire à ce niveau-là, je veux retourner simplement le nom de la personne. Donc je vais faire name et je vais dire il faut que tu renvoies simplement name. Alors ça peut sembler un petit peu magique, mais je vais vous expliquer après comment ça fonctionne. Et au niveau de notre contact controller, plutôt que de retourner data, je peux lui dire il faut que tu retournes une nouvelle ressource, qui sera donc notre contact ressource que l'on vient de créer. Et je vais te passer un premier paramètre, data. Si maintenant je reviens au niveau de mon API et que j'essaie de resoumettre, je vois bien qu'il affiche name John. Donc là, ce que fait Laravel, c'est qu'il utilise beaucoup les méthodes magiques. Et en fait, lorsque vous essayez d'accéder à la propriété name, lui, ce qu'il fait en interne, c'est qu'il va faire un vis ressource name. Ressource, c'est l'objet que vous avez utilisé lorsque vous avez construit votre contact ressource. Donc dans notre cas, ça sera une instance de contact DTO. Et en fait, si vous voulez faire de la sérialisation, vous le faites comme ça. Vous mettez les différentes propriétés et les différentes choses que vous souhaitez afficher à l'utilisateur. Et vous pouvez faire des transformations si vous le souhaitez. Donc par exemple, là, on va mettre ensuite message et on mettra message. Et ça me permettra d'avoir tous les champs au niveau de mon retour. Mais ce qui est pas mal, c'est que dans votre contrôleur, si jamais vous avez envie de sérialiser plusieurs objets data, vous pouvez le faire en lui disant, à ce niveau-là, je veux faire un contact ressource, collection, et plutôt que de te passer simplement un objet, je t'en passe plusieurs. Et dans ce cas-là, il va faire la sérialisation de chaque objet individuellement et vous renvoyer les données sous forme de tableau. Et l'avantage, c'est que vous pouvez utiliser ce système de collection au sein même d'une ressource. C'est pratique pour des données imbriquées, par exemple si vous voulez afficher des articles et les catégories associées, vous pouvez le faire de cette manière-là. Donc voilà pour la gestion de l'API côté Laravel. Au final, la seule chose que ça rajoute, c'est cette partie ressources qui va permettre de gérer la sérialisation de nos objets. Maintenant, on va voir comment ça se passe côté Symfony. Donc côté Symfony, pour sérialiser un objet, en fait, Symfony dispose d'un truc qui s'appelle le normaliseur. L'objectif d'un normaliseur, c'est de prendre un objet PHP classique et de le transformer en tableau. Tableau qui pourra ensuite être sérialisé en JSON, XML ou autre.
On a un accès rapide à cette méthode qui est disponible au niveau du abstract controller et on peut faire ici un return et on peut lui dire de faire un return de this JSON et on lui passera en premier paramètre les données. Donc on lui passe directement un objet PHP et automatiquement il va se charger de le transformer en tableau puis en JSON. Si j'essaie de resoumettre mon API, je vois bien que j'obtiens les différentes informations. Mais moi je n'ai pas forcément envie d'exposer tous les champs. Par exemple, j'ai envie de cacher le champ email. Comment ça va se passer? Donc en plus du paramètre data, au niveau du JSON, on peut lui passer en quatrième paramètre un contexte. Donc ce contexte va être passé au niveau de la normalisation et va pouvoir permettre de faire des traitements particuliers. Donc je vais lui dire à ce niveau-là, j'ai envie de changer le contexte et au niveau du contexte, je vais préciser les groupes que je souhaite utiliser. Ça va être les groupes de normalisation. Et je vais lui dire, par exemple, je vais utiliser ici API de point contact directement. Voilà, vous pouvez donner n'importe quel nom à ces groupes-là. Au niveau de votre objet, au niveau de votre contact DTO, vous pouvez rajouter des attributs sur les champs et vous avez un attribut groupe qui se situe dans la partie sérialisation et vous pouvez donner plusieurs groupes. Donc moi, je vais lui donner ici le nom API de point contact. Si je fais ça et que j'essaie de revenir sur mon API, cette fois-ci, je ne vais plus avoir que le nom John. Parce qu'il va regarder l'ensemble des propriétés et il va voir qu'il y a bien une propriété qui a un groupe et il va normaliser que les propriétés qui correspondent à ce groupe-là. Donc vous pouvez facilement exposer seulement certaines propriétés en rajoutant ce groupe. Et vous pouvez aussi créer des groupes différents qui correspondraient à différentes situations. Moi par exemple, j'ai un API de point contact de point list pour la partie où ça affiche dans une liste. Donc par exemple dans une liste, je n'expose pas autant de champs que lorsqu'on accède directement à l'API détail. Et après j'ai une partie detail pour la partie détail. Et ça vous permet de contrôler quel champ va être exposé ou non à votre API. Ça fonctionne de cette manière-là et ça va aussi fonctionner dans le cadre d'une liste de données. Si par exemple je lui dis à ce niveau-là, je n'ai pas qu'une seule data mais j'en ai plusieurs, donc on va créer un tableau qui contient plusieurs contacts DTO, ben automatiquement il va aussi utiliser ces groupes de normalisation. Si je reviens au niveau de mon API, hop, je n'aurai ici que le nom et le message. Pour des cas plus complexes, il est possible de créer un normaliseur qui va venir écraser le système de normalisation de base et pouvoir faire des traitements un petit peu plus poussés si vous le souhaitez. Mais ça fonctionne vraiment avec ce système-là. Si je regarde en interne de cette méthode JSON, c'est juste pour vous expliquer un petit peu plus, on voit qu'il détecte si j'ai un service serializer, ce qui est le cadre dans le cas de Symfony, et si j'ai un service qui permet de faire ça, automatiquement il serialise les données avec nos informations. Donc voilà comment fonctionnent les deux frameworks si on souhaite les utiliser en mode API. Donc dans le cadre de Laravel, on va utiliser l'objet request pour valider ce qui rentre et ensuite on utilisera l'objet ressource pour expliquer ce qui ressort. Dans le cadre de Symfony, on va utiliser l'objet comme source de données principale. On utilisera l'objet map_request_payload pour transformer un payload et un corps de requête en un objet que l'on va pouvoir traiter. Et lorsqu'on souhaite renvoyer des objets sous forme de JSON, on utilisera le système de normalisation. Donc voilà comment ça fonctionne dans le cadre des deux frameworks. Alors maintenant, je vous propose d'attaquer la partie ORM et communication avec la base de données. C'est une partie importante, en général c'est ce que l'on va faire le plus souvent lorsqu'on va travailler avec un framework. Comment ça se passe dans le cadre des deux frameworks? Donc on va commencer par Laravel. Donc côté Laravel, je vais rapidement modifier ma variable d'environnement pour utiliser une base de données SQLite. Ensuite, je vais pouvoir lui demander de créer un modèle qui va permettre de représenter les données que j'ai dans ma base de données. On va s'imaginer ici créer un petit bloc. Donc on fait un PHP artisan, make2.model. Je vais rajouter un petit drapeau -m pour créer automatiquement la migration. Et ce modèle, je vais l'appeler post. Donc à l'intérieur d'un modèle Laravel, on va avoir assez peu de choses. Si je regarde mon fichier post.php, j'ai juste ici un modèle, une classe qui va extends de modèle, qui est une classe de Laravel. Et à l'intérieur, on n'a pas grand-chose. En plus de cet objet-là, il a créé ce qu'on appelle une migration, ce qui va permettre de créer la structure dans notre base de données. Donc cette migration, elle se trouve dans la partie database, et ici on a une migration qui s'appelle create_post_table. Les migrations sont un moyen de définir via du code comment faire évoluer la base de données. Donc nous, dans notre cas, on va préciser par exemple que au niveau de la table article, on aura une chaîne de caractères qui va s'appeler title et qui sera le titre de notre article. On va aussi rajouter qu'on aura un slug pour le slug de l'article et par exemple on aura un texte, où on peut préciser un long texte pour le contenu de l'article. On a aussi une méthode timestamp qui va permettre de créer un champ created@ et updated@ qui se mettront automatiquement à jour. Les migrations fonctionnent avec deux méthodes, une méthode qui permet de monter, c'est-à-dire d'aller de l'avant dans la migration, et une méthode down qui permet de revenir en arrière, dans notre cas qui supprimerait notre table.
On remarque qu'on a aussi d'autres migrations qui sont en lien avec la création du système d'authentification. Donc on va les laisser pour l'instant. Si je souhaite maintenant effectuer les migrations, je fais un PHP artisan migrate. Automatiquement, il va me demander si je veux créer la base de données et il va me la remplir et me créer mon article. Maintenant, imaginons que j'ai envie de justement créer un article. Comment ça va se passer au niveau de notre contrôleur? Donc on va revenir sur notre Hello contrôleur, celui de base que l'on a accédé depuis notre navigateur. Et si on veut créer un nouvel article et le sauvegarder en base de données, c'est extrêmement simple. On peut partir de notre modèle, on l'utilise sous forme de méthode statique et on a une méthode create. Cette méthode, on va lui passer en premier paramètre un tableau contenant les différents champs que l'on souhaite remplir. Donc par exemple, je peux lui dire je veux un titre pour mon article, ça sera mon article. Ensuite, je peux préciser un slug et un contenu. Alors par défaut, si vous faites ça, il ne vous laissera pas faire les choses parce qu'il faut dans le modèle préciser que vous autorisez tous les champs à être remplis. Vous avez deux approches pour faire ça. Soit vous précisez les champs qui ne peuvent pas être remplis via une propriété guarded, soit vous pouvez préciser les champs qui peuvent être remplis via la propriété fillable. Moi, je vais lui dire là, tout peut être rempli. Si maintenant je reviens au niveau de ma page, niveau Laravel, et que j'essaie d'accéder à la page Hello John, pas forcément avec une soumission de formulaire, on va voir que là, il va effectuer une requête SQL et il va insérer notre article avec les informations que l'on souhaitait. Donc je vais actualiser la page une seconde fois pour qu'il le fasse 2 fois. Si je souhaite récupérer la liste de mes articles, je peux le faire grâce à la méthode all. Cette méthode va permettre de récupérer tous les articles de ma base de données. Si je fais un DD et que je lui demande est-ce que tu peux m'afficher tous les articles, automatiquement, hop, il va m'afficher toutes les informations. Donc on n'obtient par contre pas un tableau, on obtient un objet de type collection. Donc c'est un objet qui est spécifique à Laravel et ça permet de représenter une collection de données. Ce qui est intéressant avec ces objets collection, c'est que dessus on a des méthodes pratiques, comme la méthode first par exemple, qui permet de récupérer le premier élément. Et vous avez comme ça pas mal de moyens de récupérer des informations. Alors ces articles-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les envoyer à la vue pour pouvoir ensuite faire une petite boucle et vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc au niveau de ma vue, hello.blade.php, si je veux boucler sur l'ensemble de mes articles, j'ai une petite boucle que je peux écrire comme ça. Donc comme je vous ai dit, c'est avant tout du PHP valable que l'on doit mettre à l'intérieur. Et maintenant, je peux lui dire, je vais afficher un H1 avec le titre de l'article. Donc post, c'est un objet, c'est une instance de cet objet-là. Et dessus, on aura des propriétés qui correspondront au nom de mes différents champs. Donc si j'ai un champ title et que je veux afficher le titre, je peux le faire de cette manière-là. Si maintenant je veux afficher le contenu, je peux faire post content. Voilà. Si j'essaie de réactualiser la page, je vais maintenant avoir un petit problème parce qu'il essaie d'accéder au nom. Donc je vais aussi lui passer le nom, comme ça il ne sera pas pénible. Voilà. Et j'ai bien mon premier article avec mon second article. Si on souhaite concevoir des requêtes un petit peu plus complexes, parce qu'en général on va lui dire j'aimerais bien accéder à certaines informations, on pourra lui dire à ce niveau-là, j'aimerais bien faire un where et j'aimerais bien récupérer tous les éléments qui ont comme slug mon article. Je peux lui demander aussi de faire un order by et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a intégré à Laravel un système de query builder qui va permettre de concevoir des requêtes et de récupérer seulement les informations qui nous intéressent. Si je fais cette requête-là et que je réactualise la page, ça va donner le même résultat, mais on voit que dans mon select, il a bien rajouté le where avec ma condition. Et on peut faire des conditions relativement complexes au niveau de Laravel à ce niveau-là. Si on souhaite modifier des informations, par exemple j'ai envie de modifier le premier article, je peux lui dire, je vais récupérer ici le premier article, donc on va faire post first, voilà, vu que c'est une collection. Sur cette collection, je vais lui demander de modifier la propriété title de mon premier article. On va mettre par exemple second article, même si ça n'a pas vraiment de sens de le faire sur le premier. Et ensuite, je vais modifier aussi le slug, et on va mettre second-article. Et ensuite, je peux faire un $post. Donc sur mon modèle, j'ai une méthode save qui me permet de sauvegarder les informations. Tout ce qui a été modifié sera automatiquement persisté dans ma base de données. Et dans ce cas-là, il fera un update pour modifier les informations que je souhaitais. Et vous voyez qu'il modifie aussi automatiquement le updated at pour refléter la date du jour. Si on souhaite supprimer un élément, on a la méthode delete qui va permettre de supprimer un élément dans la base de données et du coup de faire un delete. Donc cette approche au niveau de Laravel, c'est l'approche que l'on appelle Active Record, c'est-à-dire que nos objets qui vont représenter les données vont aussi servir à communiquer avec la base de données. On peut se poser la question comment il fait pour accéder à la propriété title, parce que si on regarde notre objet,
techniquement, title, ça n'existe pas. On peut se demander comment il arrive à accéder à cette information-là. Donc lorsqu'on regarde un objet, en fait, il contient différentes informations sur la base de données à laquelle il est connecté, mais on a aussi et surtout une propriété attributes. Cette propriété va contenir tous les attributs que l'on a dans notre objet. Et on a un autre tableau qui contient original, qui sont les données originales. C'est-à-dire que si par exemple je modifie le titre de mon objet, on va mettre nouveau, hop, on va voir que dans la partie attribut, on aura bien nouveau, et dans la partie originale, on aura l'ancienne version. Donc lorsqu'on en fait un save, par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'automatiquement, il détecte les différences et il sait ce qu'il doit sauvegarder en base de données. Quand on accède à une propriété particulière, par exemple quand j'accède à title, en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser des méthodes magiques. Et lorsque je fais un visTitle, c'est l'équivalent de dire « va chercher au niveau des attributs l'attribut title ». Donc c'est tout simplement un petit raccourci vers ça. Autre petit détail, lorsque l'on fait un getAttribute, il rajoute aussi une notion de casting. Alors ça c'est un petit peu plus compliqué, mais pour vous résumer la chose, c'est que si je lui demande est-ce que tu peux m'afficher la date de création de l'article, par exemple, le created at, vous allez voir qu'il ne va pas simplement me renvoyer une chaîne de caractères, mais il va me renvoyer un objet de type carbone qui permet de représenter une date. Donc il y a en plus un système qui va permettre de convertir les attributs sous le type qui est attendu. Donc dans la partie attribute, on a les données originales telles qu'elles sont dans la base de données, et lorsqu'on les récupère, Laravel va faire une petite transformation. Donc voilà comment ça fonctionne pour l'interaction avec la base de données. Évidemment, je survole très rapidement les choses, mais c'est pour comparer les deux frameworks. Maintenant, on va voir l'approche Symfony. Donc l'idée, c'est de reproduire le même système. Donc sur Symfony, ça va commencer un petit peu de la même manière, on va commencer par créer une entité. Donc on va faire un php bin/console, et on va lui demander de créer une entité, et on va l'appeler post. Symfony va tout de suite vous poser des questions sur cette entité, et il va vous demander les propriétés qui constituent votre entité. Moi je vais lui dire, j'ai un champ title, c'est une chaîne de caractères, qui fera 255 caractères, et ce n'est pas nullable. Ensuite, je vais rajouter un champ slug, et il va continuer comme ça à vous poser des questions. Une fois que vous êtes satisfait, il va créer cet objet-là. Si on regarde à quoi il ressemble, cet objet post, on va voir que c'est complètement différent par rapport à ce que l'on peut avoir sur Laravel. Premièrement, c'est une classe standard qui n'étend pas d'une classe particulière. Ensuite, on va voir nos différentes propriétés, et pour chacune des propriétés, Symfony va créer des getters et des setters. Je l'ai fait ici en ligne de commande, mais il est tout à fait possible de le faire aussi manuellement. On peut aussi d'ailleurs lui demander de continuer à créer l'entité. Dans ce cas-là, ça nous permet de rajouter de nouveaux champs. Par exemple, pour le content, je veux créer cette fois-ci du texte. Ça ne sera pas nullable. Et je veux aussi un created at. Et là, il va détecter que c'était une date et un updated at. Voilà. Et automatiquement, pof, il a modifié notre objet pour ajouter les différentes propriétés que je souhaitais. On remarque qu'en plus, il y a des petits attributs. Ces attributs vont permettre à Symfony de savoir à quoi correspondent les champs au niveau de notre base de données. Ça va aussi permettre à Symfony de générer les migrations. Contrairement à Laravel, où les migrations, il faut les écrire à la main, dans le cadre de Symfony, elles peuvent être automatiquement dérivées depuis les entités. Donc c'est ce qu'il vous disait lorsque vous tapez la commande. Je peux maintenant faire un make de point migration, et il va automatiquement créer la migration pour nous. Alors là, il a un petit problème parce qu'on n'y a pas précisé qu'on utilise une base de données SQLite. Mais c'est très rapidement modifiable. Voilà, il suffit de décommenter cette petite ligne-là et on est bon. Donc lorsque je fais la commande migration, il va créer un fichier qui correspond à ce nom-là. C'est un fichier qui prend automatiquement la date du jour. Ça, c'est un petit peu pénible parce que c'est pas très bien organisé après. C'est difficile de retrouver en fonction de leur nom. Et en fait, dans cette migration, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer les requêtes SQL qui correspondent à votre base de données en comparant votre base de données actuelle à la structure qu'il s'attend à avoir dans vos entités. Donc là, par exemple, il voit qu'on a créé un objet post, donc il s'attend à avoir une table post, et il détecte automatiquement à partir des attributs qu'on en a mis qu'il faut un ID, que ça doit être une clé primaire, un titre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc les migrations se génèrent automatiquement. Je dirais que le petit inconvénient, c'est qu'elles sont générées en fonction de la base de données que vous utilisez. C'est-à-dire que si de même vous voulez changer de type de base de données, il faudra régénérer toutes les migrations. Vu que c'est quelque chose d'automatisé, c'est pas forcément non plus très gênant. Maintenant, reprenons le même principe que Laravel. On aimerait bien dans notre Hello Controller être capable de créer un nouvel article. Alors, pour créer un article, on commence par initialiser l'objet classiquement et on le remplit comme un objet classique. Donc je vais créer un nouvel article, je vais lui dire est-ce que tu peux définir la date du jour avec un nouveau datetime immutable, est-ce que tu peux
mettre le updated at avec un new datetime immutable. Vous pourriez avoir des méthodes automatisées pour faire ça. Je vais faire un titre, on va l'appeler mon premier article, et ensuite on va définir un slug. Vous pouvez aussi faire en sorte que lorsqu'on appelle un setTitle, il appelle un setSlug automatiquement. C'est l'avantage d'avoir des setters, c'est qu'on peut rajouter de la logique dedans, suivant nos situations. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser un constructeur qui permettrait d'initialiser plusieurs propriétés à la volée. Là, Symfony n'a pas forcément d'opinion sur comment vous allez faire les choses de ce côté-là. Maintenant, cet article, on aimerait bien le sauvegarder. Contrairement à la Laravel, où toute la logique se situe au niveau des modèles, vu que c'est une classe standard, on ne va rien pouvoir faire dessus. En fait, on a une autre classe qui va permettre de gérer la persistance. Donc ça, c'est une structure que l'on appelle le data mapper. On a vraiment cette séparation-là. Donc au niveau de votre contrôleur, vous pouvez injecter une propriété. Il faudra la typer sous forme d'entity manager interface. Le framework se chargera automatiquement de vous injecter le bon truc. Si je fais un dd de ça, vous allez voir que si j'essaie de réappeler hello, hop, j'obtiens bien une instance du Entity Manager. Et depuis cet Entity Manager, je vais pouvoir avoir une méthode persist qui va me permettre de demander la persistance de l'objet. On peut persister comme ça plusieurs objets, ça ne fait pas forcément la requête. Si je laisse le truc tourner, hop, on va voir qu'il n'y a pas de requête qui est lancée. Si on souhaite maintenant qu'il porte toutes les modifications au niveau de la base de données, il faut utiliser sur le manager une méthode qui s'appelle flush. Ça va permettre de dire, ok, synchronise maintenant les données que moi j'ai dans le manager avec la base de données. Donc là, il va se dire, ok, moi tu m'as demandé de persister un article, donc lorsqu'on fait un flush, ça veut dire que je dois faire un insert. Si je réactualise ma page, on voit ici qu'il y a 3 requêtes qui ont été effectuées. Ça peut sembler étonnant, mais c'est normal. On a une première requête qui permet de démarrer une transaction. Ensuite, le flush va faire toutes les opérations nécessaires. Il les fera toutes dans la même transaction. Comme ça, si ça échoue, il est capable de revenir en arrière. Nous, dans notre cas, il fait un insert. Et ensuite, il va commit. Donc, il va effectuer la transaction en entier. Donc, on va insérer un second article. Hop, on va l'appeler mon second article. Et on va lui redemander de faire un flush. Si jamais j'avais plusieurs persistances à la fois, il les mettrait toutes dans la même transaction. Donc je réactualise la page et on a encore une fois les 3 requêtes. Maintenant, pour récupérer les informations, comment ça se passe? Lorsqu'on a créé le modèle, il a créé une classe en plus qui se situe à peu près au même niveau dans un dossier repository qui s'appelle post-repository. Cette classe-là va permettre d'expliquer comment récupérer des informations. Et on a des méthodes par défaut dessus. Par exemple, si je souhaite récupérer la liste des articles, on va pouvoir depuis le manager le faire. Donc je vais supprimer un petit peu tout ça. Je vais pouvoir lui dire au niveau du manager, j'aimerais bien que tu me trouves le repository pour la classe post. Donc ça permet de récupérer automatiquement le post repository. Une fois que j'ai ce post repository, je vais lui demander est-ce que tu peux faire un find all. Ça va me permettre d'obtenir un tableau contenant l'ensemble de mes articles. Si je fais un dd de post juste après, automatiquement j'ai un tableau avec 2 articles et j'ai mes informations. Donc lorsque l'on souhaite récupérer des informations, systématiquement il faudra passer par ce post repository. Si vous avez besoin par exemple de créer une requête personnalisée, j'aimerais bien récupérer seulement l'article qui a le slug mon premier article, il faudra le faire via ce système de repository. Alors on a une méthode findBy qui permet de faire à la volée un petit peu une requête. Typiquement ici, je peux lui dire slug mon premier article et ça devrait me donner un seul article dans ce cas-là. Voilà, donc ça donne un tableau de taille 1. Mais vous pouvez, dans ce post repository, vous créer des méthodes spéciales. Par exemple, à ce niveau-là, je peux faire une nouvelle fonction publique que j'appellerai find or fail by slug. Je vais lui passer en premier paramètre une chaîne de caractères qui sera le slug. Et à l'intérieur de cette méthode, je peux utiliser le système de query builder de Doctrine qui va me permettre de construire ma requête. Donc c'est un petit peu le même principe que Laravel, c'est un petit peu plus verbeux, mais ça fonctionne de manière similaire, c'est la syntaxe qui change. Donc là par exemple, je peux lui dire, je veux que le slug soit égal à slug, je vais rajouter un paramètre qui sera slug, ça sera le paramètre que l'on aura dans l'URL. Je vais rajouter ensuite une limite avec le setMaxResults et je m'attends à avoir un seul résultat. Ensuite, je vais générer ma requête et une fois que j'ai ma requête, je peux lui demander de récupérer le premier résultat. Donc c'est get single result. Et ça, c'est censé me renvoyer un article.
Maintenant, dans mon Hello Controller, plutôt que de m'embêter, je peux sur mon repository utiliser la méthode que j'ai générée. C'était find or fail by slug. Bon, j'avoue que le nom n'est pas forcément optimal non plus. Et là, hop, hop, je vais bel et bien avoir mon article. Et je n'aurai directement que mon article. On a aussi la possibilité de ne pas directement utiliser le manager pour récupérer le repository. On peut injecter le repository au niveau de notre contrôleur. Et à ce niveau-là, on va obtenir notre repository et on aura la méthode disponible dessus. Ça revient à la même chose, ça permet juste d'injecter quelque chose qui est plus spécifique. Mais on parlera de l'injection et des services un petit peu plus tard. Ce que vous devez retenir, c'est que dans le cadre de Laravel, c'est l'objet post qui va servir à la fois à faire les requêtes et à interagir avec la base de données. Dans le cadre de Symfony, ça va être le repository qui va permettre de récupérer les données. On va avoir l'entity manager qui va se charger de gérer la couche persistance et d'interagir avec la base de données pour la partie persistance. Et on va avoir ensuite notre objet qui va permettre de représenter simplement les données. Si on souhaite faire une modification, par exemple je souhaite modifier cet article-là, je peux lui dire à ce niveau-là j'ai envie de changer le title, et on va l'appeler mon nouveau titre. Et si je veux persister les choses, je peux directement demander à l'entity manager de flush les changements. Il n'est pas utile ici de faire un persist parce que lorsque vous faites un find or fail by slug, il va interroger la base de données, récupérer les données et générer votre article et automatiquement le mettre dans le manager. Donc il va savoir que c'est suivi et lorsque vous faites un flush, il va être capable de détecter les changements. Si j'essaie de réactualiser la page, on voit que cette fois-ci, il y a 4 requêtes qui vont être effectuées. Et dans les 4 requêtes, on a une requête update où il va changer le titre. Si jamais j'essaie de refaire les changements, il ne va faire qu'une requête parce qu'il détecte qu'on a déjà de toute façon le bon titre. Il n'y a pas eu de changement réel et du coup, il n'y a rien à faire. Si on souhaite par contre supprimer un article, il faudra utiliser la méthode remove et on pourra supprimer un article et il faudra flush derrière. Donc voilà un peu pour la communication de base au niveau de la base de données. Peut-être un petit détail pour marquer la différence entre ces deux systèmes, c'est que, imaginons, dans le cadre de Symfony, je lui demande de faire 2 fois cette requête-là. Et ensuite, je lui demande, est-ce que tu peux m'afficher la différence? Donc déjà, ce qu'on remarquera, c'est qu'il fait dans tous les cas 2 fois la requête. Ça, il n'y a pas de problème, parce que lui n'a aucun moyen de savoir que ce n'est pas réellement 2 fois la même chose qu'on lui demande. Par contre, si je regarde, est-ce que tu peux me comparer le poste numéro 1 avec le poste numéro 2? Hop, il va vous dire que ça va renvoyer true. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est que lorsqu'il va récupérer un objet, il va se baser sur l'ID. Et ensuite, il va regarder si dans son manager, il n'a pas déjà les informations. Donc lorsque je fais la première requête, il va se dire, l'article avec l'ID 1, voilà à quoi il ressemble. Il a une sorte de dictionnaire. Lorsqu'il fait la seconde requête, il dit, ok, mais le problème, c'est que moi, j'ai déjà un élément qui a l'ID 1 et qui est de type post dans mon manager. Donc je ne vais pas hydrater un nouvel objet, je vais réutiliser le même objet. Et ça, c'est très pratique, notamment lorsque vous avez des relations. Peu importe comment vous allez récupérer les données, ça sera toujours le même élément. Dans le cadre de Laravel, les choses sont un petit peu différentes. Si vous récupérez, donc là, on va lui demander de récupérer le premier élément. Donc on fait 2 fois la même requête. On va l'appeler post 1 et post 2. Vu qu'il n'a pas d'entity manager et qu'il ne persiste pas toutes les entités lorsqu'elles sont récupérées, si on lui demande de comparer ces 2 objets-là, il va vous dire que ce ne sont pas les mêmes objets. Ce sont 2 objets qui ont une forme identique parce qu'ils ont les mêmes propriétés. Par contre, les 2 objets ne sont pas strictement identiques. Et là, il vous renvoie bien false. Voilà. Pourtant, effectivement, si on regarde, ce sont des objets qui ont les mêmes propriétés, mais qui ne sont pas les mêmes objets. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est très important de comprendre la différence entre ces deux approches-là. Et ce n'est pas forcément une mauvaise ou une bonne chose. C'est-à-dire que l'approche de Laravel, elle est bien en termes de performance. Là où Symfony, si jamais vous récupérez beaucoup de données et que vous ne désactivez pas ce système de manager, à chaque fois que vous faites une requête et que vous récupérez des éléments, il va l'enregistrer dans cette sorte de dictionnaire, ce qui peut être relativement imposant au niveau du traitement. De la même manière, lorsque vous faites un flush, il va devoir comparer tous les objets pour voir qu'est-ce qui a été modifié. Là où Laravel, vu qu'on fait un save que sur un article, il n'a besoin que de vérifier les différences au sein de l'article même. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Elles ont toutes les deux des inconvénients et c'est à voir l'inconvénient qui est le plus pénible pour vous. Alors maintenant, on va rapidement évoquer la notion de relation pour voir comment ça fonctionne sur les 2 frameworks en s'imaginant qu'on veut créer un système de catégories pour les articles. On va commencer encore une fois par Laravel. Donc côté Laravel, je vais lui demander de créer un nouveau modèle que je vais appeler catégorie.
Ce modèle, automatiquement, il va créer une migration. Donc on va partir du principe qu'on veut une relation simple où un article a une catégorie. Donc je vais aller sur la migration Create Categories Table et on va imaginer que pour nos catégories, on veut simplement une chaîne de caractères avec le nom. On va aussi avoir besoin de lui dire, il va falloir modifier le schéma post pour rajouter notre clé étrangère. Donc on va prendre notre table post et on va lui dire à ce niveau-là, j'aimerais bien que tu ajoutes une foreign ID for et je vais lui dire pour le modèle catégorie. Automatiquement, c'est lui qui va se charger avec ses propres conventions de savoir comment nommer la clé étrangère, de faire tout le truc. Donc là, on n'a pas trop à s'embêter à ce niveau-là. Maintenant, je vais pouvoir effectuer ma migration. Donc je vais faire un PHP artisan migrate. Il me sort une petite erreur parce qu'effectivement, on a déjà des enregistrements, donc il est un petit peu paniqué. Donc on va lui dire que ce champ-là est nullable. La migration passe ce coup-ci bien. Du coup, on voit qu'il faut quand même avoir en tête comment fonctionne la relation au niveau de notre base de données pour bien faire les choses. Ensuite, dans mon poste, je vais pouvoir lui dire, je vais avoir une méthode catégorie qui va représenter notre relation. Donc je vais créer une méthode catégorie, et dans cette méthode, je lui return un this belongs to, et je lui donne le nom du modèle associé. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Maintenant, lorsque je le souhaite, sur un article en particulier, je peux lui demander, est-ce que tu peux me donner la catégorie? Pour cela, je peux faire un dd post, et j'ai une propriété catégorie qui aura le même nom finalement que ma méthode et qui me donnera la relation. Donc dans mon cas, ça donne nul parce qu'on n'a pas de catégorie associée. Donc je vais commencer par créer une catégorie et je vais même en créer plusieurs, tiens, voilà. Si maintenant je veux associer une catégorie à un article, je peux le faire grâce à $post. Je vais ensuite accéder à la méthode catégorie qui me donne la relation belongs to et je vais utiliser la méthode associate pour associer une catégorie. Et on va prendre par exemple la première catégorie qu'on trouve en base de données. Et ensuite, je peux faire une sauvegarde pour sauvegarder les choses. Automatiquement, ça va me permettre de faire la sauvegarde. Et si maintenant je lui demande est-ce que tu veux m'afficher la catégorie associée à l'article, il va être capable de me dire c'est cette catégorie-là. Au niveau des requêtes que ça va donner, on va laisser juste ça ici. Voilà. Il va devoir faire deux catégories, une première pour récupérer l'article et une seconde pour récupérer la catégorie associée. Si jamais on envoyait tous les articles à notre blog, par exemple ici, on va envoyer tous nos articles à notre vue encore une fois, et qu'ensuite dans ma vue j'avais besoin de récupérer spécifiquement par exemple le nom de la catégorie associée à chacun de mes articles, ça générait un problème qui est le fameux problème n+1, c'est-à-dire qu'il va faire autant de requêtes que l'on a d'articles. Si je reviens sur ma page ici, ça génère 4 requêtes, une première pour récupérer tous les articles, et pour chaque article il est obligé à chaque fois de trouver la catégorie associée. Ça, c'est un gros problème de performance et on a la possibilité au niveau de Laravel de lui dire, lorsque tu récupères des enregistrements, j'aimerais bien que tu le fasses en rajoutant, par exemple, les catégories. Donc ici, on enlève le all. On va lui demander de générer une requête. Voilà, on fait un with catégorie pour lui demander d'hydrater automatiquement les catégories. Et ensuite, on récupère les informations. Dans ce cas-là, il va faire une requête qui est beaucoup plus optimisée, c'est-à-dire qu'il va récupérer tous les articles et il va utiliser ensuite la liste des ID des articles pour récupérer les catégories associées et les faire correspondre aux bons articles. Donc ça, c'est plutôt sympa et on peut le faire avec tout type de relation. De la même manière, si on veut inverser les choses, on a la possibilité au niveau de la partie catégorie de venir dire que les catégories vont avoir des articles grâce à une propriété, grâce à une méthode publique qu'on va appeler post. À l'intérieur, on va lui dire il faut que tu return un this as many et on va lui dire tu as plusieurs articles. Et c'est lui qui se charge ensuite de savoir comment faire la relation, comment faire les interrogations, tout ça, tout ça. Si je reviens dans mon Hello Controller, je peux partir maintenant de ma catégorie, lui dire j'ai envie de récupérer par exemple la première catégorie, catégorie first. Et ensuite, une fois que j'ai ma catégorie, j'aimerais bien récupérer tous les articles associés. Et dans ce cas-là, hop, ça me donne que les articles sont associés à la première catégorie. Et il fait ça en récupérant d'abord la première catégorie. Et ensuite, il récupère l'article associé. Et après, vu que dans la vue, je lui demande la catégorie, il refait une requête, même si c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Donc voilà comment fonctionne la relation. Donc c'est un exemple relativement simple, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée de Laravel. Maintenant, on va passer sur Symfony. Alors Symfony, il a une approche un petit peu différente. On va devoir commencer par créer une entité. Vu qu'on a vu que c'est l'entité qui va permettre de générer la migration ensuite, et cette entité on va l'appeler catégorie. Alors pour la catégorie, on va donner un champ name qui sera une chaîne de caractères et qui ne sera pas nullable, donc on va mettre non. Ensuite, on va lui dire qu'on veut un champ et on va l'appeler post avec un S. Et on va lui dire que c'est un champ de type relation.
Donc là, il nous demande à quoi on souhaite lier nos catégories. On va lui dire c'est à des articles. Il nous propose différents types de relations en nous expliquant à chaque fois à quoi ça correspond. Et nous, on est dans une relation de type one-to-many. Chaque catégorie peut avoir plusieurs articles, mais un article ne peut être lié qu'à une seule catégorie. Donc on va lui préciser que c'est une relation de one-to-many. Il nous précise qu'on va devoir rajouter un champ dans article. Comme je l'ai fait dans Laravel, moi j'avais appelé ça la méthode catégorie. Donc nous, on va laisser catégorie. Est-ce que c'est nullable? Donc est-ce qu'un article peut ne pas avoir de catégorie? Je vais répondre oui. Et je suis satisfait. Donc automatiquement, il a modifié les deux entités. Il a créé l'entité catégorie, entité dans laquelle je vais avoir cette propriété post qu'il construit tout de suite pour être un tableau vide. Et ensuite, on a les différentes choses. Et on note que sur la propriété post, il a rajouté un attribut pour expliquer au niveau de l'ORM quelle est la structure. Et on a la même chose au niveau de l'article post. Hop, on va avoir un champ catégorie qui va être de type many to one. En fait, on a la relation et son inverse dans les deux champs. Donc maintenant qu'on a créé ça, on va lui demander de faire la migration grâce au make migration. Une fois cette migration créée, on va pouvoir demander à Doctrine de l'effectuer. Maintenant, la partie persistance va fonctionner de manière plutôt simple vu que c'est un objet classique. Donc on va pouvoir créer une catégorie. J'ai modifié le constructeur pour pouvoir le faire un petit peu à la volée. Donc on va créer une catégorie qui va s'appeler catégorie dièse 1. On va en créer une seconde, dièse 2 et dièse 3. On peut gérer la persistance via le manager. Donc on va pouvoir lui dire j'aimerais bien que tu persistes la première catégorie, la deuxième et la troisième. Et si je veux associer une catégorie à un de mes articles, il me suffit de prendre un article que je peux récupérer par exemple via mon repository. Et après, je peux utiliser la méthode setCategory pour venir définir la catégorie qui est associée dessus. Donc moi, dans mon cas, ça serait par exemple la première. Et ensuite, j'ai plus qu'à utiliser le flush pour qu'il fasse automatiquement la persistance au niveau de la base de données. Si maintenant je me rends sur ma page, hop, automatiquement on va voir qu'il va générer pas mal de requêtes SQL. Il va faire les insertions des différentes catégories et ensuite il met à jour le category ID, la clé étrangère au niveau de mon article. L'avantage c'est que maintenant, si je le souhaite, je peux facilement récupérer la catégorie associée à l'article en attaquant directement mon article et en utilisant la méthode getCategory. Et dans ce cas-là, ça va me donner la catégorie numéro 1. On voit que c'est un lazy object. Alors pourquoi c'est un lazy object? Parce que là, je lui ai demandé d'accéder à la catégorie, mais pour l'instant, je n'ai demandé aucun champ. Donc, pour éviter de faire une requête SQL pour rien, il garde cet objet un petit peu temporaire. Mais par contre, si je lui demande, est-ce que tu peux me donner le nom de la catégorie? Dans ce cas-là, il va bien hydrater l'objet et on obtiendra bien catégorie dièse 1. De la même manière, si je lui redemande derrière, est-ce que tu peux me donner à quoi ressemble le getCategory maintenant? Automatiquement, il me donnera bien l'objet catégorie original. Même si le décor d'un proxy, on obtient bien les informations. Donc si ensuite on a besoin d'injecter ça au vu, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure effectivement, mais si je lui demande est-ce que tu peux me donner tous les articles, on va obtenir post avec un S, on va s'imaginer qu'on envoie ça à la vue. Hop. Si au niveau de notre vue on a besoin de récupérer des informations, on a une syntaxe particulière, donc dans mon hello.html.twig, je vais pouvoir lui dire j'ai envie de faire un for, on n'a pas de for each, mais je vais lui dire pour chaque article dans post. Voilà, c'est une syntaxe qui est propre à Twig, comme je vous l'ai dit, ça utilise une syntaxe particulière, ce n'est pas du PHP. Là, je vais mettre un petit H1, et je ne suis pas obligé de faire post.getTitle, mais je peux directement utiliser title, et lui va automatiquement trouver le getter associé et l'appeler. Si j'ai envie d'afficher le nom de la catégorie, je peux faire post.category.name. Si ensuite j'ai envie d'afficher le contenu, je peux faire un post.content. Voilà, et dans ce cas-là, ça va bien me donner mes différents articles. Alors, il me dit, je n'arrive pas à accéder à name on null. Effectivement, tous les articles n'ont pas des catégories, donc je vais lui dire, sinon, je veux que tu mettes par défaut rien du tout. Voilà, et si je réactualise, dans ce cas-là, on a bien catégorie 1 et rien pour le second élément. Le problème va être un petit peu le même que dans Laravel, c'est que si jamais on a plusieurs articles, on a le fameux problème n+1. Par contre, la manière de le régler n'est pas forcément aussi évidente que dans le cadre de Laravel. Vous avez la possibilité au niveau de votre objet post, donc au niveau de votre relation, donc ça va être par l'attribut que vous allez attaquer les choses. Vous pouvez rajouter ici un fetch et vous pouvez mettre ici eager. Ça va permettre de lui dire, il faut que tu forces la récupération des données. Et dans ce cas-là, si vous regardez, il descend bien à une seule requête. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que contrairement à Laravel qui fait deux requêtes, il va faire un left join.
Le gros inconvénient de cette approche-là, c'est qu'en fait, on va définir cette relation comme nécessaire quoi qu'il arrive. Donc dès qu'on récupère le moindre article, il va vouloir à tout prix associer la catégorie, ce qui n'est pas forcément idéal. Une meilleure solution, c'est d'utiliser le Query Builder. Donc on peut se créer une fonction Find All with Category, par exemple. Et à l'intérieur, on va retourner un this, Create Query Builder. On va donner un alias P pour notre table article. Et on va lui dire, il faut que tu fasses la liaison sur le champ catégorie. On va lui donner un alias C. Je vais lui dire ensuite, il faut que tu sélectionnes tout ce qui est dans P et dans C, donc tous les champs des articles et des catégories. Et ensuite, je fais un getQuery et je récupère les résultats. Dans mon Hello Controller, je vais pouvoir utiliser cette nouvelle méthode que j'ai créée, ce qui me permet maintenant de n'avoir qu'une seule requête, et il va faire, si je regarde ma requête, la liaison. Donc après, il est évidemment possible de gérer d'autres types de relations. La syntaxe va être un petit peu différente, les annotations vont être différentes, mais voilà, le principe général pour les deux frameworks va être à peu près celui-ci. Donc encore une fois, c'est à ce niveau-là qu'il y a pas mal de grosses différences. À l'usage, je dirais que Laravel est un petit peu plus simple à utiliser, notamment sur des relations complexes avec des tables pivots. Sur Symfony, ça peut être un petit peu lourd parce que l'ORM Doctrine est un petit peu contraignant et vous oblige systématiquement à travailler avec des objets. On le voit notamment pour le eager loading, ça commence à être un petit peu pénible, là où avec Laravel, il faut juste rajouter un petit attribut. Par contre, l'avantage, c'est qu'au quotidien, quand on manipule des objets côté Symfony, il suffit juste d'appeler les setters et les getters. Il y a moins de méthodes un petit peu à connaître et il y a beaucoup plus de choses qui se font plus par convention au niveau de Laravel pour savoir que ça fonctionne. Donc c'est lorsqu'on a une méthode post, on sait automatiquement qu'on a un attribut post qui est associé. C'est un petit peu magique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je dois avouer qu'à l'usage, je trouve que l'ORM de Laravel est un petit peu plus flexible à ce niveau-là. Après, il y a encore d'autres différences, notamment Doctrine qui dispose de sa propre syntaxe pour faire des requêtes SQL complexes, ce genre de choses, mais ça demanderait des heures et des heures, et là, je trouve que ça vous donne déjà un bon ordre d'idée de la différence entre les deux ORM. Alors maintenant, on va parler de la partie authentification. Comment on peut gérer ça au niveau de Laravel et de Symfony? Donc notre objectif en général quand on va créer un site et qu'on veut un système d'authentification, c'est qu'on veut tout le processus d'inscription, de connexion et aller le plus rapidement possible. Alors dans le cadre de Laravel, on a une façade qui fonctionne un petit peu avec des méthodes statiques qui permet de récupérer l'état d'authentification de l'utilisateur. Et donc par exemple, sur cette classe, je peux utiliser la méthode user qui va me permettre de savoir si l'utilisateur est authentifié. Donc là, par défaut, ça va me renvoyer nul parce que l'utilisateur n'est pas connecté. Et si jamais l'utilisateur était connecté, automatiquement, ça me renverrait les bonnes informations. De la même manière, on a la possibilité d'utiliser le login et ça permet de gérer toute l'authentification. Mais ça veut dire créer le code du formulaire, tout ça. Donc Laravel a pensé à nous et dispose de starter kits qui permettent de commencer un système d'authentification instantanément. Ces starter kits, mieux vaut les utiliser en début de projet parce qu'ils ont tendance un petit peu à réinitialiser votre configuration Laravel, mais un des plus simples, c'est Laravel Breeze. Donc pour l'installer, il faut faire un coup de composer require laravel/breeze-dev. Donc on note que c'est un package qui est propre à Laravel et qui est géré par Laravel. Une fois que c'est installé, on va pouvoir lui demander de faire un PHP artisan breeze install blade. Donc ça va permettre d'installer les vues blade au niveau de notre projet. Ça va aussi permettre d'installer les dépendances nécessaires au fonctionnement du projet, vu que ça va utiliser Tailwind. On n'est pas forcément obligé de le rajouter, mais voilà. Ensuite, on va faire un PHP artisan migrate pour migrer la base de données. Donc nous, on l'avait déjà fait, donc il n'y a pas de problème. npm install, ça va permettre d'installer les différentes dépendances. Et moi, je vais faire un npm run build pour générer les assets CSS et JS. Une fois que c'est fait, si je reviens sur ma page d'accueil de Laravel, je vais avoir ici un bouton login et register. Donc dans la partie register, on a tout le système d'inscription qui fonctionne. Donc je peux créer facilement un nouvel utilisateur. Donc on va l'appeler john@do.fr. Je vais choisir mon mot de passe. Alors je crois qu'il va demander un mot de passe de 8 caractères minimum, effectivement. Ce qui est un petit peu pénible. Je clique sur m'enregistrer et je suis maintenant enregistré. J'ai mon compte, j'ai une partie profil qui me permet d'éditer des informations, je peux supprimer mon compte et tout ça a été généré à la volée par Laravel. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'il a généré au niveau de notre code, il a généré tout plein de contrôleurs, avec les contrôleurs liés à l'authentification qui gèrent les traitements. Donc, par exemple, si on regarde la partie login, parce que c'est une partie assez intéressante, c'est le Authenticated Session Controller. On voit que lorsqu'on a besoin de créer, il génère la vue de login, et lorsqu'on a besoin de store, il utilise la méthode Authenticate,
qui est une méthode sur l'objet login request qui va utiliser la classe hot dont je vous parlais et qui va essayer de se connecter en utilisant l'email et le mot de passe. Donc l'avantage, c'est qu'il a généré tout le code qui est un petit peu pénible et vous pouvez regarder à l'intérieur du code et modifier la logique si vous le souhaitez. Donc c'est un bon moyen de commencer avec le système d'authentification. Ensuite, si on a besoin de permettre de limiter l'accès à certaines pages, on va pouvoir utiliser sur les méthodes hot des conditions pour savoir si l'utilisateur est connecté ou non. Et on a la possibilité aussi dans la partie web de rajouter des middleware. Donc un middleware est un code qui va pouvoir interagir avant la requête ou après la réponse. Et par exemple, on a un middleware hot qui permet de dire on ne peut accéder à cette page que si on est authentifié et vérifié. Et après, pareil pour la partie profil, on peut y accéder que si on est authentifié. Donc voilà comment fonctionne Laravel au niveau de l'authentification. On n'a pas grand chose à faire. Côté Symfony maintenant. Alors côté Symfony, on a déjà un composant security qui est préinstallé, mais ce composant de lui-même ne fait pas grand chose. Donc côté Symfony, on commence par faire un php bin/console et on va faire un make de .user. Donc ça permet de créer le système d'utilisateur qui va servir de base à notre authentification. Donc moi je vais le nommer user, je vais lui dire il faut que tu le persistes en base de données. On va utiliser un champ email pour l'identification. On peut choisir un champ username. Je veux hacher les mots de passe et voilà. Donc automatiquement il crée l'entité et le user repository associé et il va modifier le package security qui est le package qui est chargé et responsable de la sécurité. Donc ensuite on va avoir besoin de créer l'authentification. Donc on va faire un make hot. Donc ce système-là va nous permettre de mettre en place le système d'authentification et on va lui dire que je veux un formulaire d'authentification. On doit donner un nom à notre authenticator. Donc ça c'est une classe spécifique. Moi je vais l'appeler app authenticator. Je vais laisser le nom du contrôleur par défaut et on va laisser les informations. Donc il nous pose quelques questions. Oui, je veux activer le Remember Me seulement si on coche une case et je suis bon. Donc automatiquement, il nous a rajouté et généré du code. Et si je me rends sur la partie /login pour essayer de me connecter, automatiquement, on va avoir un formulaire de connexion. Le code qui est généré, on peut le retrouver dans le security controller qui l'a créé. Donc pour la partie login, il rend la page login.html.twig qui est un simple formulaire qu'il a créé en HTML. Donc il n'utilise même pas le système de formulaire que l'on a vu. Pour gérer l'authentification, on a donc la app authenticator que je lui ai demandé de créer qui va spécifier un petit peu comment ça fonctionne. Je ne vais pas forcément trop rentrer dans le détail, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ça, mais globalement, on a une séparation un petit peu par rapport à ce que l'on a dans Laravel. Donc là, on a la possibilité de s'inscrire, mais on n'a pas forcément la possibilité de s'enregistrer. Donc on a la possibilité de créer le formulaire d'enregistrement en faisant un make registration form. Il nous demande si on veut rajouter des informations et notamment une contrainte d'unicité sur les utilisateurs. Moi, je vais répondre oui. Est-ce qu'on doit vérifier que les utilisateurs sont enregistrés? Moi, je vais mettre oui. Et il me dit, ah, il y a un problème, il va falloir installer ce package-là. Donc, je vais lui dire, voilà, je vais le copier pour l'instant et je l'ajouterai après. Est-ce que je veux rajouter l'idée de l'utilisateur? Bon, moi, je vais laisser les réponses par défaut. Là, je vais lui dire, ça sera ce mail qui sera utilisé. Voilà. Est-ce que je veux automatiquement authentifier les utilisateurs? Je réponds oui. Donc je vais lui demander d'installer le Verify Email Bundle. Ensuite, je vais effectuer les migrations. Donc ça va me permettre d'avoir tout ce qui concerne les utilisateurs, tout ça. Et je vais lui dire ensuite d'effectuer la migration dedans, de la lancer contre ma base de données pour ajouter les différentes tables qui sont nécessaires. Si maintenant je viens sur la page Register, j'ai une petite erreur parce que je n'ai pas le système qui va permettre d'envoyer des emails. Donc nous, on va dire les emails, ils partent nulle part. On va mettre juste le mailer nul. Voilà. Et là, j'ai mon formulaire d'inscription qui permet aux utilisateurs de s'enregistrer. On va enregistrer un utilisateur qui va s'appeler John Doe. Voilà. J'accepte les termes et les conditions. J'ai un problème au niveau de la redirection. Donc c'est au niveau de l'app Authenticator, il faudrait gérer vers quoi on redirige les utilisateurs lorsqu'ils ont fini. Et maintenant, je peux me connecter. Hop. Ici, à ce niveau-là. Si maintenant je souhaite verrouiller par exemple notre page Hello John, je peux le faire via un simple attribut. Là où Laravel utilise des middleware, dans le cadre de Symfony, je vais utiliser un attribut qui s'appelle isGranted et on va lui dire il faut que tu aies le rôle utilisateur. Ça veut dire que tu sois connecté. Donc ça, c'est ce que l'on a dans le modèle user. On a une méthode roles qui va permettre de renvoyer les rôles de l'utilisateur. Par défaut, tous les utilisateurs sont connectés avec ce rôle-là.
On peut imaginer récupérer depuis la base de données d'autres rôles. On verra ensuite comment on gérera les permissions. Et là, automatiquement, ça va bloquer l'utilisateur s'il n'est pas connecté. Je suis connecté ici, donc je peux y accéder. Je vais me déconnecter. J'essaie de me rendre sur hello/John. Et automatiquement, on me dira non, j'ai pas la permission de le faire, et on me redirige vers la page de login. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si on veut en plus le côté reset de mot de passe, on a Symfony Cast, il me semble, qui a un package qui s'appelle Reset Password Bundle qui permet de gérer le réinitialisation de mot de passe. Donc on peut avoir à peu près les mêmes fonctionnalités. Je dirais que dans Laravel, ça fonctionne de manière plutôt simple avec un starter kit. L'inconvénient, c'est qu'il a une opinion assez forte sur comment vous devez gérer les vues. Donc ça veut dire que derrière, si jamais vous voulez une interface différente, il faut écraser les choses. C'est pratique pour commencer, mais c'est pénible quand on veut modifier. Et dans le cadre de Symfony, l'expérience est un petit peu plus morcelée, avec différentes commandes qu'il faut taper, et un système d'authenticator qui est un petit peu plus complexe à comprendre. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà, il est un petit peu plus velu et parfois un petit peu pénible à débugger, on va dire. Mais en tout cas, vous pouvez, pour les deux frameworks, avoir une expérience de création, de connexion et de rappel de mot de passe assez facilement en quelques commandes. Et vous pouvez ensuite les personnaliser, et c'est toujours ça qui est intéressant. Pour parler de la partie permission maintenant, les permissions vont fonctionner un petit peu différemment pour les deux frameworks. Dans le cadre de Laravel, on va avoir ce que l'on appelle des policies. Une politique va permettre de définir ce que l'utilisateur a le droit ou non de faire. Et une policy va fonctionner comme ça avec différentes méthodes que l'on va définir. Ce qui permet ensuite, par exemple, dans notre contrôleur, on aura la possibilité de récupérer l'utilisateur. Donc on fera un user égale, on utilisera l'authentification et on récupérera l'utilisateur. Et ensuite, on pourra lui dire est-ce que l'utilisateur a le droit de faire telle ou telle opération. Et on pourra vérifier les choses. De la même manière, on aura aussi carrément une méthode authorize au niveau des contrôleurs qui permettra de voir est-ce que par exemple l'utilisateur a le droit d'update. Et on pourra lui passer ensuite l'article en question. Cette méthode, si jamais l'utilisateur n'a pas le droit de faire les choses en liant les policies, elle va nous renvoyer une exception qui sera automatiquement capturée par le framework. Donc ça fonctionne vraiment avec ces deux systèmes. Et on aura aussi la possibilité d'utiliser ça au niveau des requêtes. Par exemple, dans le contact request, plutôt que de retourner true directement, je pourrais lui dire « Je veux récupérer l'utilisateur actuellement connecté et j'aimerais bien voir si l'utilisateur a le droit de faire telle ou telle opération. » Donc vous pouvez faire pas mal de choses et c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer les permissions. Vous avez aussi la possibilité de le faire via un middleware en lui disant j'aimerais bien voir si l'utilisateur a tel ou tel niveau ou telle permission. Donc il y a pas mal de points d'entrée pour la partie gestion des permissions. Mais le cœur, ça va être vraiment ce système de policy. Donc si je vais dans Laravel, on commencera toujours par faire un PHP artisan make de .policy et on va lui dire ça sera par exemple pour le modèle post. La policy, on va l'appeler post policy, hop, et vous allez voir que directement, il va me créer ici toutes les fonctions liées aux articles. Nous, on va par exemple modifier la partie view, et à l'intérieur, je vais lui dire retourne, et on va lui dire tu n'as le droit de voir que l'article qui a l'ID 1. C'est un peu arbitraire, mais c'est pour l'exemple. Si maintenant je vais dans mon Hello contrôleur, je peux lui dire à ce niveau-là, j'ai envie que tu autorises l'utilisateur à y accéder s'il peut voir le premier article. Si maintenant je reviens sur ma page, j'ai bien le droit de faire les choses. Par contre, si je lui demandais de trouver l'article qui a l'ID 2, je n'y aurais pas accès et j'aurai une erreur 403. Parce que je suis bien connecté, mais je n'y ai pas accès. Donc voilà comment se gèrent les permissions dans Laravel. La meilleure approche, c'est d'utiliser le système de policy où vous définissez vos règles. Et ensuite, à différents niveaux, vous pouvez vérifier si l'utilisateur a le droit ou non de faire une opération pour le bloquer. Alors, côté Symfony, comment ça va fonctionner? Donc, on a vu le isGranted qui permet de limiter en fonction du rôle. Mais en fait, dans Symfony, on va travailler avec un système de voteurs. Les voteurs vont permettre de voter pour donner ou non l'accès. Et en fonction de comment ils se mettent d'accord, on va autoriser ou non l'utilisateur. Donc ici, on va faire un PHP bin/console et on va créer un nouveau voteur qu'on va appeler le post-voteur. Donc, on va essayer de reprendre un petit peu la même philosophie. Donc au niveau de ce voteur, en fait, on a deux méthodes. Une méthode support, ce qui va permettre de dire si on supporte ou pas les choses. Donc nous, par exemple, ici, il dit on supporte si on a un de ces deux attributs. Et ensuite, on va voter pour dire si l'utilisateur a le droit ou non de faire les choses. Donc si on veut reproduire un petit peu la même philosophie que Laravel, on va lui dire ici, si le sujet n'est pas une instance de article, c'est qu'on a un problème.
Donc on va retourner false, on n'autorise pas. Et dans le cadre du return view, on lui dit effectivement tu as le droit d'accéder à cet article-là seulement si le sujet, qui est donc un article, a un ID qui est égal à 1. Voilà. Maintenant dans mon contrôleur, si je souhaite bloquer l'accès, alors on va enlever ce isGranted, on va récupérer le premier article, donc on va faire un find et on va lui demander de trouver l'article avec l'ID 1 que j'ai le droit de voir. Ben, on va pouvoir utiliser la méthode deny access unless granted. On va lui donner le nom de notre attribut. Donc nous, on va directement utiliser les constantes, c'est l'avantage. Donc on va lui dire, on veut regarder dans le post voteur l'attribut vu, et on va lui donner le sujet qui serait l'article en question. Si l'utilisateur a le droit d'y accéder, dans ce cas-là, ça ne posera aucun problème. S'il n'a pas le droit d'y accéder, on aura un souci. Alors je vais juste me connecter avec mon utilisateur, et j'ai bien le droit d'accéder à cet article-là. Si j'essaie d'accéder à l'article numéro 2, dans ce cas-là, le framework va me renvoyer une erreur que je pourrais capturer pour rediriger vers une page ou afficher une jolie page pour expliquer pourquoi il n'a pas accès à cet élément-là. L'avantage de ce système de voteurs, c'est qu'on peut avoir des voteurs qui vont voter avec des règles différentes. Par exemple, je peux m'imaginer avoir un admin voteur. L'admin voteur, lui, il retourne true, c'est-à-dire qu'il supporte toutes les actions. Et en fait, il regarde est-ce que l'utilisateur est un admin. Et il dit, dans ce cas-là, si l'utilisateur a comme email, alors du coup on a besoin de vérifier si c'est un user, pas juste un user interface, voilà. Donc je récupère son email, et si son email c'est john@do.fr, dans ce cas-là il a le droit de faire toutes les actions. Donc si je regarde mon article numéro 2 maintenant, hop, j'ai bien accès à ma page. Parce qu'en fait on a eu 2 voteurs qui ont voté, je crois qu'on peut même les voir dans la partie debug, dans la partie security. On va voir ici l'access decision, ça nous montre qui a voté. Donc on a tous ces voteurs qui sont entrés en jeu, et celui qui a autorisé, c'est le voteur admin voteur. Et je peux le voir dans la partie détail, voilà. Il faut savoir qu'on a en plus la possibilité de changer cette politique-là, donc ça se gère au niveau de la configuration, donc dans le security.yaml, on peut rajouter une partie Access Decision Manager. Donc par exemple là c'est une stratégie unanime, ça veut dire que tous les voteurs doivent voter oui. S'il y en a un seul qui vote non, dans ce cas-là on refuse l'accès. Si j'essaie de me re-rendre sur ma page Hello John, dans ce cas-là, j'aurai un access denied parce que effectivement le admin voteur vote true, mais le post voteur vote false. Du coup, lorsqu'on fait la décision, vu qu'il faut qu'elle soit unanime, ça ne fonctionne pas. Et si je regarde dans la partie, encore une fois, Security Access Decision, on voit qui a refusé les choses. Sachant que par défaut, il est en mode affirmative, ça veut dire que s'il y a un seul qui vote oui, c'est bon, ça passe. Ce qui correspond à peu près à la situation générale. Mais voilà, c'est très intéressant d'avoir ces différentes approches. Donc là, je vous l'ai montré de cette manière-là, mais on a aussi la possibilité, alors ça sera un petit peu plus compliqué avec les paramètres de route ou autres, mais on aura aussi la possibilité d'utiliser ces permissions au niveau des isGranted directement en annotation de vos contrôleurs. Donc dans l'annotation, vous pouvez lui dire, il faut avoir l'accès à View, mais dans ce cas-là, le problème, c'est qu'il faut lui donner le sujet qui sera utilisé. Donc il peut le récupérer depuis l'URL, mais c'est un petit peu plus complexe. Mais voilà comment fonctionne le système de permission et d'autorisation dans le cadre de Symfony. Donc dans le cadre de Laravel, les politiques d'accès sont pas mal liées à un modèle. Donc pour un modèle de données, on va pouvoir donner différentes permissions, et ensuite on pourra vérifier ces permissions sur le modèle ou sur la classe qui correspond au modèle. Il faut savoir que ça peut être bloquant, par exemple, quand vous avez un administrateur qui a accès à tout. Vous avez la possibilité de rajouter une méthode before carrément sur les utilisateurs pour avoir quelque chose qui outrepasse toutes les politiques. Voilà, mais c'est vraiment cette particularité d'avoir des politiques qui sont chacune liées à un modèle ou une entité particulière. Dans le cadre de Symfony, c'est un petit peu différent. On a vraiment ce système de voteurs et finalement, la seule chose qui permet de faire la liaison, c'est ces attributs-là. Moi, je trouve que ce système de voteurs est un petit peu plus flexible, mais voilà les différences au niveau du système de permission. Enfin, on va finir sur la partie test, voir comment ça fonctionne pour les 2 frameworks. Alors, on va directement faire un PHP artisan test. Donc par défaut, on voit qu'il y a des tests qui ont été créés. Alors c'est des tests qui ont été créés lorsqu'on a fait le système d'authentification. Si on en regarde un seul, par exemple on regarde le Authentication Test. Donc c'est un test qui va utiliser un trait particulier qui est Refresh Database, qui est très pratique, qui va permettre en fait de réinitialiser la base de données entre chaque test. Donc il est intéressant de noter que vous devez dans votre fichier de configuration PHP Unit lui indiquer d'utiliser une base de données différente de votre base de données de prod, sinon vous allez avoir un problème. Donc en général, ce qu'on aime bien faire, c'est tester sur SQLite en mémoire parce que c'est un petit peu plus rapide. L'inconvénient, c'est qu'en testant sur SQLite, vous testez sur une base de données différente. Donc parfois, on a des comportements qui peuvent être différents de la prod si vous utilisez MySQL, Postgre ou autre.
Donc ces tests-là, ça va être des tests de type intégration. Donc on voit qu'il essaie de se rendre sur la page login et d'avoir 200. Ensuite, il utilise un système de factory. Donc ça, c'est un système qui va permettre de remplir notre base de données avec des données de test. Et une fois qu'il a créé ce faux utilisateur, il essaie de s'y connecter et il regarde si ça fonctionne correctement. Et il crée comme ça les différents tests. Ensuite, on a aussi la possibilité de créer des tests unitaires classiquement, et dans ce cas-là, ça utilise le framework PHP Unit, donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Le principal, le truc qui est vraiment intéressant, c'est ce refresh database et les différents helpers qui permettent de faire des tests fonctionnels. Alors maintenant, côté Symfony, on a aussi un binaire qui est dans le dossier bin qui s'appelle PHP Unit, qui permet de faire un raccourci vers PHP Unit et de lancer des tests. Donc par défaut, il n'y a pas de test qui a été créé. Vous avez la possibilité de créer des tests en utilisant la commande make de .test. Dans ce cas-là, il va vous demander quel type de test vous voulez faire. Alors les test cases sont des tests PHP Unit classiques. Les kernel test cases sont des tests qui vont permettre de démarrer le kernel de Symfony, donc ça permettra d'accéder notamment aux services de Symfony. Les web test cases vont permettre plutôt de tester les contrôleurs de manière générale, donc on va appeler une route et vérifier les choses, un petit peu comme ce que faisaient les tests au niveau de Laravel. Les API test cases, c'est pareil, mais pour l'API. Et les Panther test cases, c'est beaucoup plus compliqué, ça va utiliser un vrai navigateur et ça permet de faire des tests d'intégration. Donc c'est en général beaucoup plus lourd et beaucoup plus lent. Donc nous, on va utiliser ici un kernel test case, juste pour vous montrer. Ensuite, il vous demande un nom, donc on va l'appeler block test, on s'en fiche, et il a été créé. Donc si on regarde cette classe, elle a été créée dans le dossier test et on a notre block test. La petite particularité, c'est que ça va étendre du kernel test case, et ensuite, à l'intérieur, on peut récupérer le kernel. Si vous voulez, c'est Symfony qui a été démarré. Et sur ce kernel, on peut récupérer des informations. On peut par exemple récupérer le routeur, un service que l'on aurait créé. Et donc ça, c'est très pratique pour tester quelque chose dans le milieu réel. Si on regarde l'autre type de test, donc on va lui demander de refaire un test case avec un web test case. On va lui l'appeler blog web test. Hop. Si on regarde ce type de test, dans ce cas-là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarrer un client HTTP, il va utiliser le crawler pour essayer d'accéder à une URL, et il va s'attendre à avoir quelque chose. Donc là, on n'est plus sur des tests où on fait démarrer complètement l'application, et on vérifie que tout fonctionne. Par exemple, ici, si je vais sur hello/John, dans ce cas-là, je vais me dire, je m'attends à ce que la réponse soit effectivement success, et je m'attends à avoir un bonjour John. Je dirais que le gros inconvénient des tests dans le cadre de Symfony, c'est que contrairement à Laravel qui dispose de ce refresh database, on n'a pas de processus lié à la partie réinitialisation de la base de données. Il va falloir chercher des packages tiers et c'est loin d'être très pratique. J'aimerais vraiment qu'un jour ils intègrent un système qui soit aussi simple. D'ailleurs, on peut aussi modifier le fichier phpunit.xml pour lui demander d'utiliser une base de données différente. On peut modifier des variables d'environnement si c'est nécessaire. Donc à titre d'exemple, moi je me crée souvent un truc pour le faire et ensuite hop, j'ai juste à faire ça dans mes trucs. Mais c'est pas forcément idéal, c'est une approche très basique et c'est pas forcément optimal en termes de performance. Mais voilà un petit peu pour le principe. Donc je dirais que Laravel offre un petit peu plus de fonctionnalités en termes de testing et est plus simple pour des cas complexes. Ensuite, je ne vais pas forcément trop rentrer dans les détails de tout ce qui est mock et autres. Ils ont l'avantage de tous les deux vous offrir des fonctionnalités quand même pour tester soit avec un système de requête, soit directement de manière unitaire ou avec le système de service. D'ailleurs, on va finir sur ce système-là. On va s'imaginer que dans le cadre des deux frameworks, vous avez besoin de créer un service. Alors, un service, basiquement, c'est une classe. On va l'appeler Remote API Service. Et cette classe-là, elle va avoir besoin, au niveau de son constructeur, d'une clé d'API. Donc on va avoir, au niveau du constructeur, une chaîne de caractères API. Et ça, on va le mettre en public. C'est juste pour l'exemple, normalement, on ne ferait pas du tout ça comme ça. Et j'ai cette même classe dans les deux frameworks. Alors dans les deux frameworks, on a la possibilité au niveau d'un contrôleur de pouvoir injecter n'importe quoi. Et automatiquement, c'est le système de service du framework qui va se charger de l'injecter. Donc imaginons dans notre hello, je lui dis en paramètre, plutôt que de recevoir quelque chose, j'ai envie que tu injectes mon remote API service. Et je vais l'appeler service. Si j'essaie de faire ça et que j'essaie d'accéder à la page hello, je vais obtenir une petite erreur. On va me dire, il n'est pas possible de résoudre la dépendance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va essayer de comprendre comment initialiser ce service-là. Il va regarder ce service-là, essayer de l'initialiser, mais il ne sait pas comment trouver la clé d'API. D'ailleurs, ça, on va l'appeler qui. Donc dans ce cas-là, on va avoir besoin d'enregistrer un service. Le service s'enregistre dans le cadre de Laravel dans le App Service Provider, où on peut créer nos propres services.
À l'intérieur, on va pouvoir utiliser this, app. Donc app, c'est vraiment le cœur d'une application Laravel. Et on va utiliser la méthode singleton parce qu'on veut toujours la même instance qui est initialisée. On a aussi d'autres méthodes qu'on peut utiliser en fonction de comment doit se comporter notre service. On va donner en premier paramètre le nom de notre service. Donc en général, la convention, c'est d'utiliser le nom de la classe. Si jamais on utilise une interface, on utilisera plutôt l'interface comme nom de service. Et ensuite, on va avoir une fonction qui va prendre en paramètre l'application. Donc attention, c'est le contrat, hop, donc on va l'appeler application. Et l'objectif, c'est d'expliquer comment résoudre les choses. Donc par exemple, ici, je peux lui dire, il faut que tu fasses un new remote API service. Et pour l'initialiser, tu aurais besoin de la configuration. Et au niveau de la configuration, on récupérerait quelque chose qui serait dans, on va l'appeler demo.key. Voilà, donc ça veut dire que là, je vais créer un nouveau fichier demo.php et on retournerait de la configuration. Et on mettrait notre clé d'API. Voilà, donc là, on a dans notre service provider expliqué comment résoudre cette classe-là, ce qui permet ensuite à notre contrôleur maintenant de pouvoir être résolu correctement et on a notre service. Et de la même manière, on peut avoir des services qui dépendent d'autres services et c'est de cette manière-là qu'on va enregistrer les choses. Et ça nous permet de faire de l'injection de dépendances et de fonctionner correctement. Donc les dépendances peuvent être injectées au niveau des méthodes des contrôleurs, ça peut être aussi injecté dans les constructeurs, donc on peut ici avoir un remote API service et ça fonctionnerait, et ça peut aussi être utilisé dans les constructeurs d'autres services, et automatiquement il fait la découverte tout seul. Donc dans le cadre de Symfony, le principe est un petit peu similaire. On a la possibilité dans nos contrôleurs, donc on va reprendre notre Hello contrôleur, et on va lui dire « j'aimerais bien injecter un service qui serait notre remote API service ». On va l'appeler service et pour l'instant, on va se contenter de faire un DD derrière. De la même manière, vous comprenez maintenant, dès qu'on injectait par exemple des choses à ce niveau-là, comme le repository ou l'entity manager, lui ce qu'il faisait, c'est simplement qu'il essayait de résoudre les services associés. Si j'essaie de me rendre sur hello/John, on va avoir la même erreur où il nous dira qu'il n'arrive pas à comprendre comment injecter la clé d'API. Donc les services vont être configurés au travers d'un YAML. Donc on a ici la liste. Donc là c'est un système de découverte automatique. Donc basiquement il dit que tout ce qui est dans le dossier SRC, mis à part dans ces dossiers-là, ça peut être initialisé. Nous on va mettre un nom à ce niveau-là. On va choisir le nom de notre service. Donc c'est le Remote API Service. Par défaut, si le nom correspond à la classe, il est capable de comprendre la classe associée. Sinon, il faut préciser justement la classe que vous voulez utiliser. Donc ça arrivera typiquement quand vous allez utiliser une interface. Si vous utilisez une interface, il faut spécifier la classe qui va implémenter l'interface. Et ensuite, vous pouvez préciser les arguments à utiliser. Par exemple, lui dire que pour l'argument API, ça sera cette chaîne de caractères. Dans ce cas-là, lorsque je vais réactualiser la page, il y a une petite erreur parce que j'ai oublié le dollar ici, mais il va être capable de comprendre comment initialiser cette variable-là. Ce que l'on fera en général, c'est une approche un petit peu mieux, c'est qu'on mettra dans la variable d'environnement notre information. Donc nous, on va l'appeler demo_key et on lui dira que ça sera cette valeur-là. Maintenant, dans ma partie service, je peux rajouter un paramètre et je vais lui dire que là, on va avoir un demo_API_key. Et ce paramètre-là, il pourra être récupéré depuis l'environnement. Donc là, il y a une syntaxe un petit peu particulière, mais qui est celle-ci. Et on lui dit, il me faut la demo key. Et on pourra même aussi mettre une valeur par défaut si on le souhaite. Donc en général, je crois qu'on écrit resolve .default. Ensuite, on met la valeur par défaut et la valeur récupérée. Donc là, ça veut dire que ça ne met rien par défaut. Dans la partie API ici, plutôt que de mettre directement la valeur, je peux lui dire, il faut que tu récupères le paramètre demo_API key. Alors dit comme ça, on ne voit pas forcément de grosses différences, mais là où c'est super intéressant, c'est qu'on peut même se passer de ce service-là. Et au niveau de notre Remote API Service, là où j'ai cette propriété-là, je peux lui dire, il faut que tu la câbles automatiquement. Alors je crois qu'il n'y a pas l'autocomplétion ici parce que effectivement on est sur un attribut qui est une propriété et ça le fait un petit peu galérer, mais je veux que tu auto-wire et je vais te préciser le nom du paramètre comme je le faisais dans le service. Et moi dans mon cas c'était le demo API key. Si je réactualise la page, ça donne le même résultat. Donc ça c'est super intéressant parce qu'on n'est plus forcément obligé maintenant de passer par ce fichier de service. On peut directement venir câbler soit un paramètre, soit carrément un autre service à la volée grâce à cette propriété AutoWire.
Vous avez même aussi d'autres possibilités. Vous pouvez auto-configurer le service pour ajouter des tags pour qu'il soit automatiquement enregistré. Donc il y a pas mal de choses que l'on peut faire dans ce cas-là. Donc voilà comment fonctionne le système de service. Donc dans le cadre de Laravel, on va dans les services providers pour utiliser la classe app pour enregistrer un nouveau service. On lui donne un nom et on explique comment définir le service. Dans le cadre de Symfony, c'est plutôt une approche déclarative qui vous permet de faire les choses. Et là, on a terminé avec cette grosse comparaison des deux frameworks. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre que finalement les deux frameworks proposent des fonctionnalités qui sont similaires mais des approches qui sont assez différentes dans de nombreuses situations. Et finalement, à mon sens, il n'y a pas forcément un framework qui est meilleur qu'un autre, mais ça dépend de ce que vous recherchez en tant que développeur et de votre objectif au niveau du projet. Personnellement, pour simplifier et pour conclure, je dirais que on a Laravel qui est plus un framework pour vous permettre de créer une application rapidement et qui va parfois choisir de faire des raccourcis et d'utiliser pas mal de méthodes magiques. Et du coup, on est plus sur une approche basée sur des conventions. Si on respecte ces conventions, tout se passe bien et ça nécessite de bien connaître le framework. Mais par contre, c'est un framework qui permet d'être extrêmement productif si on souhaite créer une application. Symfony a une approche un petit peu plus découpée. Lui, il va préférer avoir des fonctionnements qui sont plus proches des fonctionnements de PHP standard. On voit que par exemple dans les modèles, on a forcément des getters et des setters. On utilise les attributs qui sont une fonctionnalité de PHP. On est par exemple aussi obligé d'utiliser le typage pour tous les paramètres des fonctions, sinon il va râler. Donc c'est un framework qui incite à avoir des bonnes pratiques. Après, c'est aussi quand même un framework qui n'hésite pas à faire de la magie de temps en temps, notamment par exemple le normaliseur avec ses annotations de groupe et tout, c'est beaucoup de fonctionnements internes qui sont un petit peu magiques et qui vous permettent de faire les choses. Donc c'est pas non plus un framework qui est entièrement où tout va être forcément écrit de manière explicite, ça je tiens vraiment à le préciser. Mais les choses sont beaucoup plus découpées, ce qui peut parfois malheureusement amener à un petit peu plus de complexité. Malgré tout, le code de Symfony est plus explicite parce que dès qu'on accède à une propriété ou une méthode, on arrive très rapidement à relier où c'est associé. Là où notamment avec le système de façade, mais même par exemple pour les vues, on voit qu'il fait appel directement à une méthode view qui sort un peu de nulle part, ça peut parfois être un petit peu déstabilisant. Donc mon conseil serait de soit à travers cette vidéo où il y a une approche qui vous a semblé plus intéressante que l'autre et du coup le framework va vous sembler évident. Sinon, je vous conseille de tester un petit peu les deux frameworks sur des petits projets et de vous faire une idée de ce qui correspond le plus à vos besoins. Donc j'espère que cette vidéo vous servira et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!